Bonjour, il est 7h. Matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Blain. Clara Berthe, Simon Marty. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale spéciale en direct de Blain à l'occasion de ce nouveau tour des clochers. Bonjour Clara. Bonjour Simon et bonjour à tous. En cette belle matinée de décembre, nous posons nos micros à Blain, aujourd'hui en une ville riche d'histoire située à 40 km au nord de Nantes. Nous avons la joie d'être accueillis par le père Édouard Roblot au presbytère de Blain. Il est le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac depuis septembre dernier. Et une matinée qui s'annonce riche, Clara, avec de nombreux invités qui viendront nous parler de la vie de cette paroisse, de son histoire, mais aussi des enjeux contemporains qui touchent ce territoire. Absolument Simon, dans quelques minutes nous ferons plus ample connaissance avec le père Roblot qui nous accompagnera tout au long de cette matinale. Nous recevrons également Odile Maillard de la pastorale de la santé pour évoquer notamment la situation d'Epsilon, l'établissement psychiatrique de Blain. Jackie Flippo nous plongera ensuite dans l'histoire passionnante du château de Blain, témoin des guerres de religion. Et je rappelle que ce dimanche 15 décembre, les auditeurs de Radio Fidélité pourront suivre en direct la messe depuis l'église de Blain. Mais avant tout cela, il est tout juste 7h passées d'1 minute et 30 secondes et on file du côté des prévisions météo de cette journée avec un temps plutôt hivernal qui s'installe ce matin sur la Loire-Atlantique. Les températures sont particulièrement fraîches avec 1 à 2 degrés au réveil sur l'ensemble du département. Ici à Blain, notre thermomètre affiche tout juste 1 degré sous un ciel qui est très légèrement voilé. À Nantes comme à Saint-Nazaire, comptez 2 degrés. Tandis qu'à Châteaubriand, on enregistre la température la plus basse dans le département avec tout juste 0. Dans l'après-midi, le mercure va grimper doucement pour s'établir aux alentours des 4 à 7 degrés. Les températures les plus douces étant attendues vers l'est de notre département et la région nantaise. Le ciel devrait rester plutôt changeant avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Pas de précipitations prévues aujourd'hui, mais attention aux plaques de givre et de verglas qui pourraient se former sur les routes secondaires. Concernant notre week-end, la journée de samedi s'annonce plutôt stable avec de belles éclaircies, tandis que dimanche nous promet une journée plus ensoleillée, idéale pour se rendre à la messe que nous retransmettrons donc ce dimanche. Jusqu'à 9h, matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Blain. Merci Simon pour ces prévisions et justement nous sommes très heureux d'accueillir le père Édouard Roblot qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Bonjour père. Bonjour Clara. Alors père, vous, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac. Bon, le mois de septembre par contre c'était on est d'accord, c'était celui d'avant, et c'est bien ce qui me semblait. 2023. Peut-être avant d'évoquer votre ministère ici à Blain, j'aimerais revenir sur votre parcours qui est, si vous me le permettez, par certains aspects un petit peu atypiques. Vous n'êtes pas directement venu à la prêtrise après le bac. Vous avez peut-être pris un petit peu. Je suis rentré très jeune au séminaire. J'avais 19 ans, mais j'avais fait 2 ans d'études seulement. Vous voyez, donc c'est en fait tout à fait, j'allais dire classique. D'une certaine façon. Avant d'arriver à Blain, vous étiez aumônier des étudiants à Nantes depuis 2013. En quoi, parce que si vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs ce matin, en quoi au fond c'est un ministère très différent de celui que vous exercez aujourd'hui? C'est vraiment le jour et la nuit, hein, parce que j'étais en pleine ville, en plein centre-ville, dans le bitume et entre les immeubles, un ministère avec les étudiants donc qui est très itinérant. C'est-à-dire au-delà des frontières d'une paroisse, et voilà, on avait des pèlerinages au Mont-Saint-Michel, des sessions d'étudiants nationales, les JMJ, enfin voilà, donc on bouge beaucoup quand on est étudiant. Et ici, j'apprends au contraire la vie à la campagne, le rythme du rural, une population plus âgé et puis une inertie plus grande. Enfin voilà, comme me disait un de mes confrères qui était passé lui aussi de l'aumônerie des étudiants à une paroisse, à curé de paroisse, il disait tu sais, l'aumônerie des étudiants c'est un peu comme le kitesurf, hein, et puis la paroisse c'est un peu comme un paquebot dans un chenal, quoi. C'est voilà, on peut pas faire de gros écarts de barre. Et justement, on sait que vous êtes un prêtre très sportif entre ski, voile, course à pied ou kitesurf, comme vous l'avez dit. Et même triathlon. Je suis au club de triathlon de Blain, ici, là. Et même triathlon. Est-ce que c'est une façon pour vous de désacraliser un peu la figure du prêtre ? En fait, j'ai l'impression surtout de faire ce que j'aime. J'aime beaucoup effectivement la glisse,
la voile, la mer, la montagne, ça, j'aime beaucoup ça. Donc c'est des choses qui me plaisent, effectivement, qui me ressourcent. Après, effectivement, il y a un contraste, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai toujours fait dans mon ministère, c'est d'aller au contact des gens qui vont pas forcément dans la paroisse. Donc je me rappelle quand j'étais diacre ou jeune prêtre, je suis allé dans les clubs de foot alors que je n'étais pas tellement un footeux, et puis du coup je jouais au foot avec des gens de la paroisse, mais qui n'étaient pas paroissiens dans le sens qu'ils n'allaient pas à la messe le dimanche. Mais ça m'est arrivé quand même de baptiser, de marier parfois des collègues de foot. Donc c'est assez rigolo, ça casse un peu effectivement les lignes. Est-ce que justement ça permet, vous parlez tout à l'heure là, du triathlon, de porter en quelque sorte comme on le ferait un ambassadeur, ses fonctions en dehors de la paroisse, et d'aller à la rencontre de gens qui seraient par défaut éloignés de la religion? Est-ce qu'il y a une certaine forme de curiosité à votre rencontre? Alors c'est assez marrant parce que ça surprend. Quand je m'inscris par exemple au club, ok, ouais, super, génial. Les gens sont très ouverts. Enfin, c'est très très sympathique. C'est pas parce que je suis prêtre que ça se fait de manière très très naturelle. Et en même temps, voilà, il y a une petite en observation, je sens, et puis des choses parfois mettent un an à se dégeler. Là, je vais voir la joie, j'ai la joie de préparer au baptême deux filles de quelqu'un de mon club actuellement qui m'en a pas du tout parlé pendant un an, et puis il m'a demandé, parce que ses enfants aussi lui demandaient en fait le baptême. Voilà. Ça va être des jolis moments, justement. Oui, on est en train de les vivre. Ce dimanche, il faut avoir l'accueil de jeunes d'adolescents qui demandent, d'enfants en âge scolaire, qui demandent le baptême pendant la messe. Vous allez entendre tout ça. Et donc voilà. Là aussi, c'est un autre aspect à la fois, on a ce ministère d'aller vers les gens dans des endroits qui sont divers, et en même temps on a des gens qui viennent à la paroisse sans qu'on aille les chercher, et notamment des catéchumènes, mais alors il y a le triathlon, enfin ça aussi par contre c'est vraiment un rôle de mon ministère de curé. J'ai vraiment tenu, notamment cet été, parce que dans la région, dans la paroisse, il y a beaucoup de fêtes l'été, et j'ai vraiment tenu à venir à ces fêtes qui sont organisées. Alors la fête du pain à Saint-Omer, la fête de la forêt au Gavre, alors la fête des battages, malheureusement à la Chevaleraie, j'ai pas pu y aller, mais c'est une fête extraordinaire. Et puis on avait aussi une grande fête à Blain, la Saint-Laurent, qui malheureusement n'a pas eu lieu depuis 2 ans, et qui sont vraiment des lieux, je trouve, de rencontres, où on a des tas de discussions avec des tas de gens qui sont à la fois surpris et puis heureusement surpris de la présence du curé. Quand comme ça on vous charge d'une paroisse, est-ce qu'on prépare son arrivée d'une certaine façon? Comment est-ce qu'on se prépare, peut-être déjà personnellement, à cette idée de faire ses valises, d'aller dans une ville que l'on ne connaît pas forcément, à la rencontre d'une communauté que l'on va devoir découvrir et apprivoiser? Alors en fait, on s'y prépare dès le séminaire, j'ai envie de dire. Dès qu'on se prépare à devenir prêtre, prêtre diocésain, on sait que la vocation de prêtre diocésain, ça peut être quelque chose de très divers, même si effectivement on ne bouge pas du périmètre du diocèse, du département. Néanmoins, on sait que on va être dans telle paroisse, et puis en fait l'évangile a besoin d'être annoncé, la communauté chrétienne a besoin d'être nourrie et accompagnée dans toutes les situations où elle peut se trouver. Ça peut être effectivement dans des quartiers populaires, ça peut être dans des villes balnéaires, ça peut être en pleine campagne. Il y a plein d'endroits. Donc je sais par définition, comme prêtre du diocèse de Nantes, que aujourd'hui j'ai un ministère de curé de campagne, avec ses défis, avec ses spécificités. Il faut que je m'y fasse. Il faut que je m'acclimate moi. Et puis c'est aussi la beauté de l'Église, c'est que à la fois effectivement c'est moi qui
qui suis amené à vivre, à rencontrer une communauté, et en même temps, c'est une richesse aussi pour la communauté de voir un autre curé, un autre profil. Voilà, c'est pas toujours facile à faire ces changements, mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on vit, en fait. Oui, c'est ça qui est au fond le plus passionnant dans aussi le rôle que vous incarnez sur ce territoire. Bien sûr, ouais, mais c'est passionnant, c'est plein de défis. Là, il faut s'adapter, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de rencontrer. De discuter avec les personnes. Quand, par exemple, il y a des conflits, de ne pas hésiter à prendre son téléphone, à aller voir les personnes, discuter, voilà. Et puis essayer de vivre la charité chrétienne, d'être le plus juste possible, d'écouter l'Esprit Saint, de faire aussi ce que l'évêque et l'Église me demandent, voilà, sans ni renier, ni durcir voilà ce que je dois faire. Enfin, vraiment, c'est être l'homme de la communion, finalement, c'est vraiment ça. Alors c'est mon rôle à moi, mais c'est aussi bien sûr le devoir de tout chrétien, hein. Il y a aussi, j'ai bénéficié d'accueil, de personnes qui vraiment ont été là, qui ont un sens de cette communion et qui savent aussi, qui appréhendent, comme vos questions le démontrent, qui appréhendent que le fait que ces changements sont quand même pas forcément faciles pour tout le monde, quoi. Je vous propose qu'on fasse une petite pause pour notre rendez-vous quotidien avec l'Évangile. En direct de Blain, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Eh bien oui, Clara, car il est tout juste 7h11, alors on va prendre le temps d'écouter notre Évangile du jour, un texte qui nous vient aujourd'hui de Saint Matthieu au chapitre 11, les versets 16 à 19. Et alors le hasard du calendrier fait que le commentaire d'Évangile, c'est vous, Père Roblot, qui allez le faire en suivant. Oui, je suis désolé, vous allez me subir cette semaine. On écoute. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins, assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Depuis hier, nous enchaînons par la suite du chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. Il y est question du Baptiste et nous nous rappelons que cette question a été ouverte par le doute du prophète. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Ce doute ouvre le chapitre. Notre texte conclut cette série de versets de 2 à 19 par cette phrase mystérieuse. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Le texte grec ne dit pas au sujet de la sagesse ce qu'elle fait, mais il utilise le même mot qu'au verset 2. La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ses œuvres. Le même mot se situe en ouverture et en conclusion de ce passage sur Jean le Baptiste. Ensuite, le chapitre passe à autre chose avec les invectives au vil du lac. Œuvres donc. Les œuvres sont déterminantes pour reconnaître le Messie. C'était d'ailleurs ce que Jésus avait répondu aux envoyés de son cousin détenu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est une réponse par les œuvres, et les œuvres que Jésus fait sont les œuvres du salut. Elles manifestent qu'il est venu nous sauver. Elles manifestent que nous sommes en présence du Sauveur. Pourtant, les œuvres dont il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui n'ont rien manifesté d'un Sauveur aux yeux des détracteurs. Il mange et il boit, et l'on dit « voilà un glouton et un ivrogne ». Effectivement, on pouvait admirer Jean, l'ascète du désert, à peine vêtu, se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles, un régime propre à faire pâlir les plus extrêmes survivalistes ou candidats au retour à l'état sauvage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus tranche avec son précurseur, tant dans ses paroles douces et encourageantes, comme les béatitudes, ressuscitantes, comme les pardons, que dans le milieu où il vit. Il n'est pas dans le désert, mais toujours entouré de foules, invité, sollicité. On le voit si souvent à table en compagnie de toutes sortes de gens, des publicains mais aussi des païens, des femmes de mauvaise vie.
Il ne les exhorte pas directement à la conversion, comme le faisait explicitement et vigoureusement Jean. Mais à son contact, elles changent de vie comme Zachée, Marie-Madeleine et tant d'autres. Bref, là où il y a contraste, il y a comparaison. Et les foules auxquelles s'adresse Jésus semblent les arbitres du match entre Jean et Jésus. Et cela va se retourner contre eux. Jésus ne critique jamais Jean. Au contraire, hier il disait qu'il n'y avait pas eu de plus grand parmi les enfants des hommes. Jésus prend Jean à témoin pour se retourner contre ceux qui se posent en arbitre entre eux. Ces foules murmurantes complètement hors du jeu. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Bref, Jésus prend à partie ceux qui ne font rien, ceux qui restent impassibles, endormis et amorphes. La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ses œuvres. Qu'aurons-nous fait de la venue du Sauveur ? Aurons-nous dansé à sa joie ? Nous serons-nous frappés la poitrine devant nos fautes ? Il ne s'agit pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut faire la volonté du Père qui est aux cieux. À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. On respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères. À l'amour de ma vie, à tous ceux que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est forcée peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière, aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères. La 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 la, la 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 la, la 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 unis comme des frères. Respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre. Parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères, comme des frères, toute la vie j'espère, toute la vie j'espère, unis comme des frères. La 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 la, la 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 unis comme des frères. Et voilà pour notre évangile du jour. Père Robleau, ce passage de Saint Matthieu évoque les reproches de ceux qui critiquent tantôt Jean-Baptiste pour son ascétisme, tantôt Jésus pour sa proximité avec les pécheurs. Comment ce texte résonne-t-il dans votre mission actuelle ?
D'abord, c'est un peu difficile de dire ça parce que c'est une critique de la part du Christ. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que ça montre que comme prophète, dans notre mission prophétique, de tout baptiser, et puis a fortiori de curé de paroisse, quand on exhorte, quand on dit une parole, c'est forcément pour qu'il y ait un mouvement dans les auditeurs, chez les auditeurs. Et donc, le Christ, on voit bien, parfois il galère à ce que ses apôtres comprennent ce qu'ils disent, voilà. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est le chrétien dans le monde, il est toujours un peu en décalage. Et le curé de paroisse, par rapport à sa paroisse, parfois il est toujours un petit peu en décalage. Mais l'idée, c'est ensemble de réagir, en fait, de réagir pour faire ce qui est approprié, voir les signes des temps et danser ou pleurer. Voilà. Merci beaucoup, Père. Il est 7h20. En direct de Blain, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Nous accueillons maintenant Odile Maillard, responsable de la pastorale de la santé à Blain. Bonjour Odile. Bonjour. Alors Odile, vous intervenez à Epsilon, l'établissement psychiatrique de Blain, qui traverse actuellement, d'ailleurs on peut le dire, une période plutôt difficile. Est-ce que, juste pour commencer, et sans forcément rentrer dans tous les détails, vous pouvez nous dépeindre un petit peu comment ça se passe pour que les auditeurs qui n'en ont pas forcément conscience aient une vision un petit peu de la situation ? Eh bien, en fait, à Epsilon, il y a des fermetures de lits drastiques. Là, il y a une quarantaine de lits qui ont fermé. Donc, ça veut dire que des patients se retrouvent pas forcément à pouvoir être accueillis. Voilà. Alors oui, je vais pas rentrer dans les détails des raisons, mais l'une des principales raisons, c'est l'absence de médecins psychiatres. Donc, qui dit pas de psychiatre dit impossibilité d'avoir des soins et des traitements. Et dans ce contexte assez compliqué, quel rôle va jouer la pastorale de la santé ? Alors, le rôle de la pastorale santé, c'est une présence. C'est une présence, voilà. L'aumônerie. Alors, en fait, moi, je suis bien sûr missionnée par l'évêque, mais je suis aussi salariée de l'hôpital, ce qui est une chance immense. C'est pas forcément le cas pour tous les aumôniers, mais à Epsilon, il y a cette chance. Donc, d'une certaine manière, l'aumônerie rentre dans le soin. Donc, bien sûr, je ne rentre pas dans le secret médical, mais ma présence est là. Et donc, les patients prennent contact directement avec moi quand ils le peuvent ou passent par les infirmiers ou les aides-soignants. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble une journée ? Je me doute qu'elles ne doivent pas forcément se ressembler, mais pour que là aussi on essaie de se faire une petite idée, quand on est comme ça avec ce genre de rôle qui est pas commun. Non, comment ça se passe ? Alors déjà, quand j'arrive le matin, parfois, je suis comme tout le monde, j'ai mon petit programme et le programme est quand même assez souvent bousculé parce qu'en fait, j'allume mon aumônerie, je rentre à l'aumônerie, je mets de la lumière pour dire que je suis là parce que voilà, c'est important et je peux me dire tiens, je vais aller voir telle et telle personne, mais voilà, on frappe à ma porte et c'était pas forcément prévu. Et il faut prendre le temps de bousculer son programme pour accueillir la personne qui arrive. Alors ceci étant, on a quand même un schéma. Le lundi après-midi, c'est un temps d'accueil. Alors on est autour d'une table. Mon aumônerie est assez grande quand même. Et donc c'est plus un temps convivial. On offre un café, on fait des jeux de société, on discute. Et puis, c'est pas moi qui décide s'il y aura un petit moment spirituel ou pas. C'est vraiment les patients qui vont me guider. Et en psychiatrie, il y a beaucoup d'humains, mais il y a aussi beaucoup de spirituels, parce que c'est des gens qui sont en souffrance, évidemment. Et donc, il y a plein de questions qui surgissent. Et voilà. Et puis, quelqu'un va peut-être me demander un temps de prière à la chapelle et donc voilà, je vais au rythme des patients, bien sûr. Vous devez constamment vous adapter et suivre un petit peu la rythmique qui est la leur. Cette notion de rythmique me fait penser tout à l'heure durant l'évangile, où vous faisiez, après l'évangile, on écoutait un titre du groupe Open, où vous me disiez que vous l'aviez passé à vos patients qui l'appréciaient. Oui. La musique peut jouer aussi un rôle, au fond, en complément de la spiritualité. Oui, énormément. Oui. Ah oui, là je sentais que tout le monde avait un peu le blues et puis le matin j'avais entendu cette chanson et j'aurais dit allez, on va se regonfler un petit peu et voilà, en fait il y a beaucoup de spontanéité.
Et comment vous voyez l'avenir, Odile ? À Epsilon précisément, j'essaie de ne pas regarder trop loin et de vivre un peu au quotidien. J'ai bien sûr beaucoup d'inquiétude pour l'hôpital parce que déjà je ressens cette inquiétude parmi les soignants. Voilà, donc, mais je me dis que pour le moment, je suis là. Je pense qu'à Epsilon, la présence de l'aumônerie est bien reconnue. Ça fait 3 ans que j'y suis, mais l'aumônerie existe depuis très longtemps et je pense qu'il y a vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée entre l'hôpital et l'aumônerie. Donc voilà, je pense que pour le moment, l'aumônerie a encore des jours de présence, mais voilà. Est-ce que ça vous arrive de conserver le lien avec des patients qui ont quitté la structure ? Est-ce que on peut garder une forme, j'allais dire d'attachement, en fait c'est pas le propos, parce que d'attachement, oui, bien évidemment, oui, comme n'importe quelle relation humaine. Oui. Alors déjà, il y a 2 sortes de catégories de patients. Il y a des patients qui vivent à l'hôpital, ils n'ont pas forcément de projet de départ. Donc évidemment, avec eux, il y a un lien très fort qui se crée. En général, avec ces patients, par exemple, on se tutoie, je les tutoie et ils me tutoient. Alors, je sais que tous les aumôniers n'ont pas cette attitude-là, mais je pense que dans l'ambiance d'Epsilon, c'est tout à fait... Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, bien sûr, il y a un lien très fort avec eux. Les patients qui ne sont que de passage, il m'est arrivé que des patients reviennent après, reprendre un petit café à l'aumônerie ou venir à la messe. Mais petit à petit, en général, ça s'estompe et c'est sans doute bien. Parce qu'en fait, moi, je suis un maillon, mais je vais facilement leur dire « Ah, mais vous savez, si vous êtes de telle paroisse, il s'y passe de belles choses. » Enfin, voilà, je les pousse plus à aller vers leur lieu de vie. À aller vers l'avant, donc. Oui, voilà. Merci Odile Maillard. À suivre dans les prochaines minutes la météo et notre rendez-vous de la matinée. Oui, effectivement. Je vous propose peut-être juste avant la pause qu'on regarde rapidement un petit peu les conditions météo de ce début de journée sur la Loire-Atlantique, avec des températures qui vont rester fraîches en cette matinée, des valeurs comprises entre 1 et 2 degrés. L'après-midi s'annonce plus douce avec des températures qui devraient monter jusqu'à 7 sur l'est du département. Le ciel va alterner entre passages nuageux et éclaircis. Dans les prochaines minutes, on continuera ici à Blain avec le père Édouard Roblot sur les projets pastoraux de la paroisse, et puis nous serons rejoints par Jackie Flippo. À tout de suite. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. La boîte à pâtes, votre traiteur italien au marché de Talensac. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette. Pâtes fraîches, ravioles, charcuterie, fromage et épicerie fine. Et pour vos repas de fête, Audrey et Karl vous proposent le fameux panettone classico alla milanese. Mais aussi au limoncello, chocolat. Et comme chaque année depuis 17 ans, le panettone de 10 kg à la coupe sera au rendez-vous. En direct de Blain, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Allez, 7h27, je fais passer ma tasse de café au père Roblot pour être resservi. Et justement, père, c'est vers vous que je vais me retourner. On évoquait tout à l'heure ensemble la dynamique de votre paroisse. Cette dynamique paroissiale, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, peut-être quels sont les projets qui, eh bien là, en ce 13 décembre, pour les prochaines semaines, les prochains mois, vous tiennent un petit peu à cœur? Alors d'abord on prépare Noël, c'est quelque chose de tout à fait cyclique et en même temps toujours unique. Alors les projets dans la paroisse, il y a aussi le grand rendez-vous qui nous dépasse aussi, qui est le jubilé. Le jubilé qui va s'ouvrir, le jubilé de l'espérance. J'étais très sensible à la bulle d'indiction du Saint-Père pour le jubilé de l'espérance. C'est vraiment l'espérance, une vertu dont on a tant besoin pour aujourd'hui. Et voilà que je suis très heureux de pouvoir essayer de mettre en œuvre avec mon équipe d'animation paroissiale et avec les paroissiens et pour les paroissiens. À cette occasion-là, donc on a un peu coché la case du pèlerinage du 1er mai provincial, donc pèlerinage provincial à Sainte-Anne-d'Auray, pour les vocations. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup que la paroisse se mobilise, qu'on puisse vivre cette expérience ecclésiale qui nous dépasse, y emmener les catéchumènes, les enfants et les familles
qui suivent le caté, etc. Donc ça c'est vraiment un beau projet. Après on va avoir aussi l'honneur d'accueillir à Blain la messe chrismale pendant la Semaine Sainte. Donc ça va être aussi un bel événement à mettre en œuvre. Et puis j'allais dire le projet il est en train de se dessiner, parce que vous savez que notre évêque nous a donné un petit peu des directives, des consignes pour l'organisation interne de la paroisse, et on est vraiment dans le sujet actuellement. Alors c'est pas forcément quelque chose qui se voit directement à l'extérieur, mais voilà, c'est un travail avec l'équipe d'animation paroissiale, de voir comment communiquer auprès des paroissiens, comment est-ce que ces liens de collaboration et de communion finalement s'établissent les uns avec les autres. Voilà. Et vous nous disiez que vous étiez content d'emmener les enfants du caté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les liens avec les écoles catholiques du secteur ? Alors bien sûr, on a 9 écoles catholiques, on a 9 clochers, 9 écoles catholiques dans la paroisse, et puis un collège et un lycée. Vraiment, je dois dire, c'est une grande chance. Tout d'abord, les relations avec les écoles sont globalement très bonnes. On a organisé en début d'année, on organise toujours ce qu'on appelle une randonnée pastorale dans la forêt du Gavre, qui est sur notre territoire. Donc tous les enfants de CE2 se retrouvent dans la forêt avec leurs professeurs et tout ça. C'est un beau moment. On passe à la chapelle de la Madeleine. Il y a des moments spirituels vraiment très très chouettes, très sympathiques. Et puis on a un collège, le collège général donc Saint-Laurent qui est à côté, juste à côté d'ici là, qui est de tutelle La Salienne. Le collège Saint-Laurent, c'est vraiment aussi un lieu d'évangélisation, de mission, dans lequel j'ai plaisir à me rendre. Et puis pas plus tard que vendredi dernier, j'ai passé un moment, c'était mardi, j'ai passé un moment avec les lycéens du lycée Saint-Clair qui est à côté. Alors c'est un lycée professionnel affilié, qui ne fait qu'un, on va dire, avec le lycée de Derval, lycée agricole de Derval. Et j'ai eu le plaisir de passer, de déjeuner, de prendre une pizza avec un des éducateurs du lycée, avec une douzaine de jeunes de première, de tout profil, vraiment de tout profil, entre celles qui se déclarent musulmanes, mais n'ayant aucun lien avec une origine étrangère ou quoi que ce soit, une qui est de famille évangélique, d'autres qui sont baptisés, qui vont à la messe, qui vont pas à la messe, d'autres qui sont pas baptisés, voilà. Donc on a vraiment eu un beau moment d'échange. Ça, c'est vraiment une chance. C'est que il y a une ouverture véritablement et un lien entre la paroisse et l'enseignement catholique. Et du côté de la préparation au sacrement, on vous a évoqué tout à l'heure les catéchumènes qui sont présents. On a eu à la radio un jeune stagiaire qui est au collège et qui justement fait son catéchisme et se prépare ici à Blain. Clément, d'ailleurs, s'il nous écoute, je le salue ce matin, qui nous parlait un petit peu, lui, de la joie de voir tout ce travail d'équipe, voir la vivacité de ces sessions de caté. Comment ça se passe concrètement ? Alors en fait, préparation au sacrement, il y a c'est-à-dire on n'a rien de particulier qui ne soit déjà dans d'autres paroisses, mais c'est vrai que ce qui est assez frappant, et spécialement cette année, c'est le nombre de catéchumènes adultes en particulier. On a 12-13 personnes qui font leur démarche. Et alors, en fait, même dans ces 12-13 personnes, il y a une grande diversité. Ça va de 18 à 64 ans. Les raisons sont extrêmement diverses. Certaines personnes se mettent en route parce qu'il y a une vraie rencontre avec le Christ, une expérience spirituelle saisissante. D'autres viennent parce qu'il y a eu un décès dans leur famille, ça leur a posé des questions et donc ils se mettent en route. D'autres encore, c'est parce que ils se sont frappés par une maladie. Et d'autres, c'est beaucoup plus vague. Ils disent, en fait, je sens qu'il me manque quelque chose. Mais quoi ? Ils connaissent à peine la vie de Jésus, mais ils frappent à la porte de la paroisse. Et donc, à nous de les accompagner.
Odile Maillard, juste, je me permets de rebondir avec ce qu'évoque le père Roblot. Est-ce que vous avez déjà eu justement au sein des gens que vous suivez dans l'aumônerie d'Epsilon des patients qui ont cette rencontre, qui à un moment se disent j'aimerais entamer le chemin? Oui. Récemment, j'ai eu un jeune qui est venu me voir. Bon, il était vraiment de passage. Donc voilà, j'ai commencé à discuter avec lui. Et puis après, alors voilà, je ne sais pas, il était de Pont-Château. Bon, je pense souvent à lui. Je me dis, j'espère qu'il a réussi à frapper à la porte de la paroisse. Mais je pense que voilà, l'aumônerie avait été un premier contact avec Jésus, oui. Ouais, vous le voyez justement comme ça, le rôle de l'aumônerie, c'est ça, c'est la porte d'entrée vers... Oui, complètement, parce qu'on a plein de personnes qui viennent, mais très très éloignées de l'Église, qui à la base ont juste envie de parler. Père Roblot, vous parlez de votre présence partout et d'essayer d'évangéliser. Comment faites-vous pour maintenir une présence également dans les nombreux clochers de la paroisse ? Ça, c'est toujours un peu la douleur et l'écartèlement. Hein. C'est vrai que on a un territoire quand même assez vaste. Hein. Donc, pour rappel, hein, la paroisse, elle va de Bouvron à l'ouest jusqu'à Éric à l'est, et puis au nord, c'est le Gavre, la forêt du Gavre, et au sud, c'est Notre-Dame-des-Landes, le plus au sud. Donc, on a un large territoire avec 9 églises. Dont certaines assez grandes, hein. Celle de Blain peut comprendre 800 personnes, celle de Bouvron on peut aller jusqu'à 600-700 personnes, Éric aussi est une grande église avec une grande capacité, donc voilà. Alors ça, c'est d'abord la présence, c'est une chose, mais surtout la vie des communautés locales. Et ça, c'est vraiment un défi. C'est qu'en fait, je ne fais de scoop pour personne, je pense, mais de fait, nos équipes ne se renouvellent pas forcément. Hein. Les jeunes, on a des enfants qui viennent au caté, ça, mais les chiffres sont tout de même en baisse. On a peut-être plus de catéchumènes, mais les baptêmes de bébés diminuent. Cette année, c'est une année tout à fait, par contre, très maigre par rapport au mariage, de demande de mariage. On a seulement 9 mariages sur la paroisse, ce qui est dans l'année. Moi, je ne vais qu'en célébrer qu'un seul, entre les diacres et les confrères. C'est assez étonnant. Voilà. Alors la question, c'est de voir justement, d'essayer de comprendre notre époque, comme le disait l'Évangile. Hein, voilà, nous sommes dans un temps de deuil, ou alors nous sommes dans un temps de fête, et voilà. Et donc il faut essayer de comprendre, d'être en syntonie avec l'époque pour pouvoir trouver une manière finalement d'être vraiment présent. Voilà. Et alors voilà, moi je vous avoue, je suis pas tellement attiré par l'évangélisation sur le net, sur la toile, parce qu'on pourrait se dire, ça pourrait être une solution de faire des vidéos YouTube, etc., etc. Alors d'abord, je suis incompétent en la matière, et puis je préfère vraiment cette rencontre personnelle, cette présence. Donc effectivement, je fais des kilomètres, j'essaye, mais et encore, je suis pas assez présent. Enfin, beaucoup de mes paroissiens vont se dire, ah oui, on le voit pas toujours, il vient jamais chez nous, etc. Oui, je suis désolé, on peut pas se multiplier. Et en même temps, c'est pour ça aussi que c'est hyper important d'être entouré, d'avoir une équipe qui soit un relais. Qui puisse relayer les informations, et puis alors on a aussi la chance d'avoir ce centre paroissial ici qui est vraiment un lieu reconnu par les paroissiens et dans lequel tout le monde est accueilli et le bienvenu. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance de rester en phase avec la société, parce que c'est vrai que forcément, et je peux même là pour le coup témoigner à titre personnel, quand on fait la préparation au mariage, il y a des moments où mon épouse qui est peut-être moins en phase avec la religion que ce que je ne pouvais l'être, s'est sentie, où on me disait mais ils sont totalement déconnectés. Aïe. Comment on fait, parce que il est vrai que de par forcément la vie que vous avez, bien oui, elle est différente. Le regard que portent les gens sur vous est différent de celui qu'on porterait sur monsieur, madame, tout le monde, pour le coup.
C'est vrai que alors là pour le coup, je veux pas nous lancer des fleurs, mais enfin, et puis d'ailleurs c'est plutôt lancer des fleurs aux équipes de préparation au mariage en particulier, et puis au baptême aussi, hein, qui les gens arrivent en se disant oulala, qu'est-ce qui va se passer pour nous, on vient pas trop à la messe, ils vont nous juger, etc. Donc ils arrivent un petit peu avec une peur. Et puis bon, on passe la journée et puis ils se disent c'était bien. Donc ça c'est plutôt un bon signe. On mange pas les gens, hein, mais c'est vrai qu'il y a une appréhension parce que effectivement entre ce que les gens demandent et puis en même temps ce que l'Église peut leur offrir, il y a parfois un décalage et en même temps il y a un vrai chemin qui se fait. Moi je l'ai expérimenté en particulier l'année dernière. Où des gens assez éloignés de l'Église, qui fréquentent pas, mais qui pourtant sont baptisés, demandent le baptême, le mariage et ont mis du temps à demander ce mariage. Finalement, l'ont demandé. Et en fait, ce qu'ils cherchent justement, c'est cette indissolubilité du mariage, qui est le truc le plus exigeant en fait. Hein, et puis l'aspect peut-être le plus difficile aussi aujourd'hui. Enfin, on parle tellement de divorce, on connaît tellement de ruptures familiales de tous ordres. Mais en fait, ils se disent, nous, notre amour, là, on veut que ce soit du solide. Et c'est souvent ce qu'ils recherchent, en fait. Donc, en fait, ces exigences, elles nous sortent un peu de nous-mêmes, elles nous réalisent, hein, et je pense que c'est aussi important pour ça, à la fois d'être en phase avec son époque et en même temps comme je disais tout à l'heure par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, de sortir aussi un petit peu d'une zone de confort pour progresser, avoir un autre regard. Ouais. Dans les 2 minutes qui nous restent, vous considérez d'une certaine façon qu'on a besoin de, j'allais dire réenchanter, mais réenchanter c'est pas forcément le bon mot. Est-ce qu'on a besoin peut-être de plus de sacré dans notre vie? Parce que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de me dépeindre quand vous dites que les gens viennent chercher cette notion de quelque chose qui ne pourra pas être rompu. On prend un engagement et on sait qu'il y a forcément quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Notre rapport au sacré est un rapport j'allais dire ambivalent. Dans la Bible, moi j'aime beaucoup cette expression de la Bible, nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est-à-dire qu'en fait, quand dans les prophètes, quand Moïse, quand il arrive devant le buisson ardent, et qu'il comprend que c'est Dieu, hop, il se cache le visage. Pourquoi ? Parce qu'il voit Dieu et c'est l'infini. Donc en fait, notre rapport au sacré est à la fois un rapport d'attirance et de distance. Et donc, en fait, tout se joue là. Et je crois que à la fois on est attiré par ça, puis il y a une sorte de fascination, et en même temps une timidité. Voilà. Et donc la question c'est de dire vas-y, bascule quoi. Justement, ta vie elle peut changer, elle peut passer un cap, passer un palier, elle peut être bouleversée par cette rencontre. C'est ce qui se passe pour ces catéchumènes qui ont rencontré Jésus. Où il y a une transformation, il y a une joie, une découverte. Tout d'un coup, la lumière est dans la pièce, quoi. Est-ce que vous considérez que c'est aussi à vous, justement, après j'arrête, parce que je suis en train de rajouter des questions à mes questions initiales, mais est-ce que vous considérez que c'est aussi votre rôle de venir animer cette communauté? Parce que le catéchumène qui a fait cette démarche de venir rejoindre une communauté, si une fois qu'il l'a intégrée, il ne se sent pas forcément, justement, intégré à l'intérieur, c'est pas évident. Ça, c'est le grand défi du catéchuménat, hein, c'est le grand défi. Je suis assez heureux parce que certains de catéchumènes qui se préparent au baptême sont des fidèles maintenant de la messe paroissiale. Et je suis assez heureux de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe quelque chose à l'intérieur. On le sent, on le sait. Voilà. Et donc, effectivement, on est aussi dans une époque un peu où parfois cette démarche peut être une démarche très subjective, très individuelle. Et aussi, un des grands défis de la préparation au baptême, c'est de comprendre qu'on rentre dans l'Église, qu'on rentre dans une communauté. Ça veut dire que nous devons être une communauté chaleureuse, accueillante, ouverte, dans laquelle on se parle, on se connaît, ce qui n'est pas le cas toujours dans nos communautés chrétiennes, malheureusement. On vient chercher son Jésus, et puis on repart en faisant la queue à la boulangerie. Non, il y a quelque chose de plus quand même.
Voilà. Et donc c'est je pense, un des gros défis de notre paroisse, mais de toute paroisse. On est sans cesse en fait en besoin de conversion. Odile, au fond, ça rejoint un petit peu votre activité au sein de la pastorale de la santé, arriver à faire vivre cette communauté, ou avec l'aumônerie. C'est vrai. C'est exactement ça aussi. Oui. Alors, on fait communauté parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je ne suis pas seule à l'aumônerie. J'ai des bénévoles avec moi. Souvent des Blinois ou dans les environs. Et puis j'ai un prêtre accompagnateur qui connaît l'aumônerie depuis 20 ans. Mais c'est vrai qu'on forme aussi une petite communauté. Et je pense que c'est là toute l'importance. Est-ce que justement il y a besoin que cette petite communauté soit elle-même la plus soudée possible pour être en phase et pouvoir mieux accompagner ceux qui viennent vous voir ? Oui, parce que quand les personnes viennent à l'aumônerie, elles sentent qu'il y a du lien entre nous déjà, oui. Eh bien, je vous propose que l'on se penche à présent vers une nouvelle page. Il est tout juste 7h44 et on va se regarder du côté de l'histoire à présent. En direct de Blain, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Et il nous écoute silencieusement depuis le début de cette émission. Mais j'ai le grand plaisir d'accueillir à présent Jackie Flippo. Bonjour Monsieur Flippo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un passionné d'histoire locale qui va nous faire un petit peu découvrir sur un pan fascinant, je n'en doute pas, l'histoire de Blain à travers notamment son château. Ce château de Blain qu'on appelle aussi le château de la Groulée. Est-ce qu'il est vraiment au cœur de... Il est véritablement au cœur de l'histoire religieuse de la région. Vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus ? Au cœur de l'histoire de la religion dans la région, je veux bien. C'est d'abord au cœur de son histoire, tout simplement, et en Bretagne en particulier, puisque au XIVe siècle, ce château, c'est la plus importante forteresse de Bretagne, finalement. Tout ça aura pris de l'importance avec singulièrement les Clissons et les Rohan qui vont se succéder à Blain, les Rohan y installant leur cour. Alors, évidemment, un grand moment de l'histoire ici, et singulièrement religieuse, ça a été le fait que les Rohan sont devenus protestants, si je puis dire. Ils ont, comme l'on dit, on l'écrivait à l'époque, embrassé la RPR, la religion prétendument réformée. Et cela a duré évidemment plus sur 3 générations quasiment, et ça s'est terminé évidemment, comme chacun sait, par la paix d'Alais, et puis le départ des Rohan de Blain. La famille des Rohan, elle va conserver le château jusqu'à la Révolution. Jusqu'à la Révolution. Effectivement, il ne sera pas vendu comme bien national parce que les Rohan sera à Nice, en fait. Donc, il n'aura pas quitté l'Hexagone, pour dire... Parce qu'à l'époque, la France n'était pas avec sa forme actuelle, au fond. Et donc, le château passera ensuite chez un de des notaires des Rohan, le baron de Janzé, enfin... Mais il sera déjà bien ruiné à ce moment-là. Comment s'est fait justement cette transition vers le protestantisme ? On sait, ça a été documenté, la façon dont la famille a basculé. Ça a été brutal, ça s'est fait progressivement ? Non. Excusez-moi, c'est progressif. Alors je ne donnerai pas de date précise, vous m'en excuserez. Mais en fait... il s'agit des grands-mères, Isabeau d'Albret, qui se sont ouvertes, ces personnes à Luther particulièrement, et en fait, ce sont des familles très très proches. La grand-mère de l'un, d'Henri IV, et la grand-mère du père d'Henri II de Rohan, et donc on a les mêmes familles à ce moment-là. La mère d'Henri II de Rohan, Catherine de Parthenay, grande femme dont on parle beaucoup, à la fois par ses compétences littéraires, ses connaissances. Elle parle plusieurs langues, elle écrit des pièces de théâtre, elle est mathématicienne, est totalement engagée dans la religion protestante. Son mari va mourir jeune, à une trentaine d'années, au premier siège de La Rochelle, par exemple, à la défense de La Rochelle. Et cela va se poursuivre assez loin, parce que lorsque l'on voyage et que l'on se retrouve à Ferrare, par exemple, eh bien Ferrare, c'est le duc d'Este dans les mots croisés, là, les jardins du duc d'Este. Et en fait,
Le duc d'Este, c'est le mari de Renée de France, qui est la fille cadette d'Anne de Bretagne, et qui a ouvert sa cour à Ferrare aux rencontres avec le protestantisme et autres, ce qui... elle risque... Le pape n'est pas d'accord, donc il lui a demandé de se calmer, là. Et voilà. Et c'est pas neutre, parce que René II de France... en fait, doit hériter du duché de Bretagne, mais François Ier s'est débrouillé pour l'envoyer là-bas en Italie. Et en 1564, l'église réformée de Blain était l'une des plus importantes de Bretagne. Oui, l'une des plus importantes. Il y a une dizaine de sites en Loire-Atlantique maintenant, juste à côté, un peu Saffré, Châteaubriand par exemple, voilà, ou Vieille-Vigne dans le sud, Piriac, et Blain parce que c'est la puissance des Rohan au fond. Malheureusement, il y a toujours des excès, évidemment, et le Rohan avait fermé l'église de Blain, l'église Saint-Laurent, à l'époque, il n'y en avait qu'une sur la commune de Blain, avait fermé l'église au culte catholique, et c'est le roi de France qui lui demande de la rouvrir. C'est juste pour dire que la puissance des Rohan fait qu'on vient se réfugier sur les terres de Rohan, et ce que l'on appelle aujourd'hui les huguenotières, par exemple, ces manoirs de l'époque du 16e, 17e, et il y en a encore quelques-uns debout. Ce sont des grandes familles bourgeoises qui ont embrassé aussi la religion réformée, et il y a des moments où c'est chaud, comme autour de la région nantaise ou autre. Et donc on vient se réfugier à Blain, donc on construit ces bâtiments-là, mais dès l'origine, effectivement... Rohan avec les pasteurs, à la fois il y a Blain, le château de Blain, il y a le château du Pontpiétin, et ne confondons pas avec le Vigneault, mais le château du Pontpiétin qui n'existe plus, qui sont des lieux de rencontre, voilà. Père, ça montre aussi, et sur ce territoire particulièrement, l'importance du dialogue interreligieux. Oui, alors aujourd'hui, le protestantisme, n'a pas du tout la place qu'il avait à l'époque, et puis c'est beaucoup transformé. Ce protestantisme-là des Rohan, n'existe quasiment plus, sinon chez certaines familles, des unités. J'ajoute donc Pontpiétin pour bien comprendre, c'est le site d'Epsilane aujourd'hui. Donc cet hôpital psychiatrique dont on parlait tout à l'heure, en fait, est dans un site d'une ancienne propriété. C'est un hôpital en pleine forêt. C'est au bord du canal d'Antapresse. En fait, c'est un très beau lieu. c'est ce qui est plutôt bon pour les soins, je pense. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'église de Blain, après avoir été fermée, rouverte, a servi aux deux cultes. C'est catholique et protestant pendant, je sais pas si Jackie connaît la période, je sais pas combien de temps ça a duré ça, mais ça a servi à l'un et à l'autre. Et puis nous avons depuis 200 ans dans l'église de Blain, nous avons la tombe de René II de Rohan, Catherine de Parthenay, leurs petits-enfants qui sont morts à la naissance quasiment. Donc il y a une tombe d'un protestant dans une église catholique. Voilà, donc c'est ça aussi, à la fois l'héritage de l'histoire et puis le rappel de ces déchirures on va dire douloureuses dans l'église. Et le château lui-même qui a accueilli après sa vente par Marie Bonaparte dans les années 1950 et qui a été acheté par la Fondation La Salle et où s'est installé un petit séminaire pendant quelques années, et ensuite le collège Saint-Laurent qui est juste à côté maintenant de la cure. Et en 1591, il est pris et incendié par les troupes de la Ligue catholique, c'est ça ? Alors, 1591 et 1598, en fait, il y a 2 sièges. Le premier siège ne sera pas vraiment réussi, au point qu'il y aura un seigneur local plus ou moins apparenté au Rohan qui s'installera à l'intérieur du château et va sévir dans toute la région, ce qui justifie le deuxième siège avec Mercœur, gouverneur de la Bretagne. Et alors là, c'est la destruction quasiment
quasi complète du château. Ça va exploser dans tous les sens. Il y a des canons avec des troupes espagnoles qui sont avec Mercœur. Et puis, les types du Gust à l'intérieur, celui qui a mis la main dessus, qui font exploser tout ce qu'ils peuvent. Enfin bref, le château s'en relèvera difficilement lorsque Catherine de Parthenay reviendra après la paix justement d'Alais. Voilà. Entre-temps, il y a même Richelieu qui a estimé qu'il fallait continuer à détruire les forteresses des grandes familles protestantes, à Blain comme ailleurs. Et donc, elle ne reconstruira plus un château, elle reconstruira un logis résidentiel. Et c'est la structure qu'on a aujourd'hui du château, grosso modo ? Oui, absolument. Il reste toute la grande partie classée monument historique et propriété de la commune, 14e, 16e, la tour du Pont-Levis, et toute cette partie-là, le grand logis, si je puis dire, et la grande cour, et puis les grands logis que l'on aperçoit au fond, qui eux ont été effectivement reconstruits sur les bases des murs anciens, bien sûr, mais qui ont été reconstruits. La raison pour laquelle ça n'est pas classé, parce que c'est une façade qui n'est pas assez pure, finalement. Aujourd'hui, on est sur un lieu culturel, quasiment, d'exposition de temps en temps. Le château garde une petite vie au sein de la cité ? Une grande vie, si vous voulez bien. Une grande vie, à la fois par là, il y a une partie privée qui a une activité professionnelle plus ou moins, et il y a surtout la partie publique je connais pour m'en occuper en tant qu'adjoint, entre autres, à la culture et tout cela. Et nous nous sommes rencontrés avec le père Édouard il y a 1 an lors des Journées européennes du patrimoine, au château, à la chapelle Saint-Roch, grande joie, grand bonheur même. Et donc, le château est ouvert et il a une activité permanente tout au long de l'année avec des associations qui ont été logées, comme le Paille-Band Ascol à Brugge, par exemple, qui répète là, qui a son siège là, et du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, quasiment, il y a l'organisation d'expositions, l'organisation de grands événements, et c'est 15-16 000 visiteurs en ces quelques mois qui viennent au château. Et puis j'ai vu en venant qu'actuellement il fait office de marché de Noël durant le mois de décembre, en tout cas sur le week-end. La partie privée. Oui. Sur la partie privée. Merci beaucoup Jackie Philippot pour ce regard un petit peu sur ce château de Blain qui est donc, quand on passe, de toute façon on ne peut difficilement le rater, c'est forcément un des éléments emblématiques de la cité. Chers amis, dans quelques instants, il sera 8h. Si vous devez partir, il vous reste quasiment 4 minutes pour vous préparer à monter en voiture et filer potentiellement au travail. Nous, on va rejoindre dans quelques instants, comme il en est notre habitude tous les vendredis matins, notre billet d'humeur. Et vous le savez, tous les vendredis, c'est Éric Picard qui nous rejoint pour nous partager un petit peu sa vision de la semaine, les sujets qui ont interpellé dans l'actualité, sa curiosité. Alors, qu'est-ce qu'il a retenu en ce vendredi ? Eh bien, voici tout de suite la réponse avec le billet d'humeur d'Éric Picard. Bonjour Simon. Joie de Notre-Dame. Oui, nous avons été dans la joie de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris la semaine passée. Je dis bien nous car je suis loin d'être le seul à partager ce beau sentiment, ce bel état de l'âme. Cette joie profonde, grave et lumineuse qui nous a saisis en regardant les cérémonies du samedi soir et du dimanche matin à la télévision. Merci au service public de nous avoir fait vivre en direct tout cela. Joie, après ce jour et ces images terribles d'avril 2019, avec Notre-Dame en flammes et menacée de destruction totale. Joie donc mêlée de reconnaissance pour les pompiers qui l'ont sauvée et ont été justement honorés le week-end dernier. Joie mêlée de fierté à l'égard de cette multitude d'artisans, artistes anonymes, qui ont restauré, reconstruit ce joyau, ce chef-d'œuvre qu'est Notre-Dame. Joie donc de la beauté et de la splendeur retrouvée. Joie de voir tous ces visages joyeux dans l'assistance, et en particulier ceux des prêtres et évêques, et plus encore ceux des jeunes chanteurs de la chorale. Joie aussi et surtout, au-delà des chants, de la force des rites qui nous ont plongés dans une plénitude temporelle et spirituelle. Joie de la réouverture des portes, lorsque l'archevêque frappe de sa crosse à plusieurs reprises la porte de sa cathédrale. Joie de la longue cérémonie qui va redonner la parole à l'orgue dans ce beau dialogue entre l'archevêque et l'orgue
servi par ces 4 organistes. Oui, joie extrême, en pleurer, pleurs de joie, du rituel de consécration du nouvel autel et de sa force symbolique. Longue invocation d'abord, qui, par les mentions de Noé, Abraham et Moïse, nous plonge dans une tradition plurimillénaire, loin de nos agitations quotidiennes et superficielles, y compris politiques, et nous rappelle l'évidence de la fraternité avec nos frères aînés dans la foi, les Juifs. Joie de l'onction d'huile par les mains de l'archevêque, joie de l'encens qui s'élève vers le ciel, joie des diacres qui essuient l'autel. L'un d'eux était particulièrement souriant. Joie enfin de la messe à nouveau célébrée, du sacrifice eucharistique qui est le sens premier et ultime, en vue de la joie éternelle du salut, de l'autel et de la cathédrale qui l'entoure. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Chérie, pour le réveillon, tu as pensé à un cadeau pour maman? Ah oui, le livre dont elle m'a parlé dimanche dernier. Et pour Antoine? C'était pas une crèche qu'il voulait? Et pour moi? Mystère. Tu sais, à la librairie Siloé, j'ai tout trouvé. Livres, crèches, CD, artisanat monastique. Pour réussir vos cadeaux de Noël, la librairie Siloé à Nantes, près de la cathédrale. Ce Noël, découvrez en exclusivité le santon Saint-Philbert. Bonjour, il est 8h. Matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Blain. Clara Berthe, Simon Marty. Et depuis Blain, l'équipe de la matinale de Radio Fidélité vous souhaite une bonne deuxième heure des Tours des Clochers. Bonjour Simon. Bonjour Clara, bonjour à tous. Oui, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. La matinale qui se poursuit ici à Blain où nous sommes accueillis par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac. Une matinée riche en échanges et découvertes. Et en effet Simon, nous avons déjà évoqué l'histoire passionnante du château de Blain avec Jackie Philippot. Et nous avons parlé de la situation d'Epsilane avec Odile Maillard. Puis dans cette deuxième heure, nous approfondirons notamment les enjeux d'aménagement de la ville avec Véronique de Boisson, présidente de l'association Blain Vivre. Et je rappelle bien évidemment à nos auditeurs que ce dimanche, ils vont pouvoir suivre en direct la messe depuis l'église Saint-Laurent de Blain. Ça sera à quelle heure? À 10h30 11h, Père Roblot, voilà. Mais avant tout cela, à 8h, tout juste passé 2 minutes, on file du côté des prévisions météo. Le temps qui reste frais et variable en ce milieu de matinée qui nous attend pour la Loire-Atlantique. Les températures qui vont commencer doucement à remonter avec aux alentours de 3 degrés actuellement sur Blain. L'après-midi s'annonce un petit peu plus douce avec des maximales qui sont attendues entre 4 et 7 degrés. Les températures les plus clémentes, c'est du côté de Nantes ou encore sur l'est du département qu'on les aura. Le ciel va alterner entre nuages et éclaircies et le week-end, quant à lui, s'annonce plutôt stable avec un samedi nuageux et un dimanche qui sera un petit peu plus lumineux. En direct de Blain, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Alors on retrouve à nos côtés toujours bien évidemment le père Édouard Roblot. Rebonjour père. Rebonjour Simon et rebonjour Clara. Et un grand merci de nous accueillir ici à Blain. On a évoqué tout à l'heure les défis d'une paroisse rurale, si vous me le permettez. Justement, est-ce que vous considérez que c'est un défi ou que c'est aussi une richesse quand on a un territoire aussi vaste, fort des clochers qu'on évoquait tout à l'heure? On conjugue un petit peu ces deux notions? Oui, bien sûr. Enfin, un défi, ça c'est sûr. Et puis, moi, je suis émerveillé de tout ce que je découvre parce qu'effectivement, je ne connaissais pas du tout. J'y étais passé comme ça très rapidement. J'étais jamais rentré en guise de Blain avant d'en être le curé. J'ai d'ailleurs découvert les fresques de cette église qui sont récentes. Voilà. Donc non, il y a beaucoup de découvertes, de belles surprises. Et puis le défi effectivement c'est bien sûr le défi de faire l'unité de toute une communauté et l'unité aussi dans une marche en avant, une marche vers le Seigneur. On est dans le temps de l'Avent, on marche vers Noël.
et d'emmener le plus de monde possible vers ce Dieu sauveur. Très souvent, quand on va dans les paroisses, on a l'occasion d'évoquer aussi les grands chantiers, ceux qui vont vraiment être structurants. Quand on était à Châteaubriand, je me souviens qu'on a parlé de la nouvelle paroisse qui avait été, le nouveau presbytère qui avait été réhabilité par les paroissiens qui s'étaient engagés dans les travaux. Est-ce que vous avez ce genre d'action un petit peu lourde et structurante dans le temps, Alors, ce sont mes prédécesseurs qui les ont menés à bien. En fait, il y a eu, on parlait d'un presbytère, mais la maison paroissiale, qui est un lieu d'accueil et je pense relativement identifié en fait dans l'ensemble du territoire et chez l'ensemble des paroissiens, a été construit il y a 15 ans. Donc auparavant, nous étions en face de cette maison dans un ancien presbytère dont l'architecte était celui du passage Pommeraye à Nantes, mais qui malheureusement d'abord était pas tout à fait accueillant dans le sens, je pense au niveau isolation et rafraîchissement des murs, il fallait y mettre un sacré billet. Et la mairie a souhaité le récupérer et finalement il n'a pas pu être restauré, donc maintenant il a été c'est une nouvelle une résidence, bref, et nous avons construit, enfin mes prédécesseurs plutôt ont construit cette maison et une grande salle paroissiale qui est ici et qui a tout ce qu'il faut comme équipement moderne de vidéoprojection, d'amplitude, de confort, et donc ça c'est un vrai et bel outil de travail. Donc ça je profite en fait du travail de mes prédécesseurs. Après, pour ce qui est des grands chantiers à venir, je vous avoue que je suis un peu dans la phase et dans l'évangile, il y a cette parabole de cet homme qui doit s'asseoir avant de construire sa tour, quoi. Et donc je suis plutôt dans cette phase où je dois m'asseoir pour essayer de voir finalement à quoi d'abord jusqu'où on va, dans quelle direction nous allons, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous et comment nous répondons à ses appels. Donc c'est vraiment cette phase de discernement. Sachant que bien sûr notre mission c'est toujours d'annoncer le Christ mort et ressuscité, notre sauveur, et d'annoncer la joie d'être sauvé et de pouvoir suivre le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que quand même quand on est comme ça curé d'une paroisse, on a à la fois charge d'âme mais on est aussi trésorier, comptable, un petit peu architecte, il faut cumuler les casquettes. Est-ce qu'il faut aussi apprendre à déléguer ? Ah bah oui, non mais ça, c'est sûr que heureusement que j'ai un conseil économique qui prend en charge pas mal de choses. J'ai aussi la joie d'avoir une assistante paroissiale bénévole qui connaît par cœur, j'allais dire la paroisse, qui a une connaissance du territoire très très forte. Moi qui débarque, c'est vraiment quelque chose de très précieux. J'ai aussi depuis le mois de septembre un coordinateur pastoral paroissial, Jean-Régis Le Chat, qui aussi est là et aide véritablement à fonctionnement de la paroisse. Donc non, vraiment, c'est impossible. C'est ça aussi. Faut bien se figurer que un prêtre, un curé aussi, même s'il a beaucoup de qualités, etc., ne pourra jamais faire tout seul quoi que ce soit. Et on remercie au passage Monsieur Le Chat qui a participé à la préparation de cette émission en prenant contact avec les uns et avec les autres. Et comment, pour vous, être une église en sortie, comme nous y invite le pape François, comment rejoindre ceux qui sont éloignés de la foi ? Merci de cette question, Clara. c'est une question que je porte tous les jours. On peut toujours faire mieux. On fait jamais assez, on fait jamais de manière adéquate. Donc et ce qu'il faut, c'est vraiment essayer humblement en fait d'être présent. Je pense que d'abord je parlais d'une communauté, de faire prendre conscience à la communauté paroissiale, qu'elle a un devoir de chaleur, et puis devoir d'ouverture. Et ça, je crois que on est dans une ère inquiétante. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport aux autres, par rapport à notre entourage. Et je crois vraiment que notre communauté paroissiale ne peut pas être une communauté fermée. Il faut vraiment que nous puissions accueillir
alors voilà, on le fait avec ce que nous sommes, avec nos talents, avec aussi nos limites. Donc forcément, on fera jamais assez bien, on contentera jamais tout le monde. Mais je crois vraiment que c'est une réponse que la communauté chrétienne peut apporter à cette période troublée. Et puis là encore, ce jubilé de l'espérance qui va s'ouvrir tout prochainement nous donne quand même une belle ligne de conduite de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, réenchanter le monde, redire qu'il est sauvé, qu'il peut lever les yeux, plutôt que de s'inquiéter. Je fais le grand écart parce que du jubilé de l'espérance, je reviens sur le monde inquiétant que vous évoquiez tout à l'heure. Et là, pour le coup, je vais me permettre de poser la question un petit peu aux uns et aux autres. On est en attente, normalement, on doit l'apprendre aujourd'hui, d'un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'on parle politique avec les paroissiens? Est-ce que c'est des conversations qui s'invitent au milieu des conversations de la vie de tous les jours? Et je serais curieux de savoir aussi, est-ce que c'est le cas au sein de l'aumônerie à Epsilon? Et puis, Monsieur Flippo, vu que vous êtes aussi adjoint dans une mairie ici à Blain, je serais curieux de voir votre regard sur un petit peu à quel point la politique nationale et les inquiétudes existent aussi sur notre territoire. Mais je commence peut-être avec vous, Père Robleau. Est-ce que la politique peut s'inviter dans les débats et les échanges avec les paroissiens? Alors, en fait, je crois qu'on est un petit peu à l'image de notre société. Vous savez, quand même, il y a un taux d'abstention énorme aux élections. Je crois que la politique générale est de moins en moins un sujet, en fait. Moi, je suis assez frappé par ça. Chacun a ses opinions, vote ce qu'il vote, mais je suis pas sûr qu'il y a un grand espoir dans nos politiques. Il y a beaucoup de plaintes, la crise de l'agriculture, voilà, les manifestations, ça on connaît ça ici. Et donc je crois pas qu'il y ait vraiment une espèce d'espoir messianique et je trouve que c'est plutôt bienvenu en fait dans nos politiques. Alors ceci dit, voilà, il faut reconnaître le rôle important des politiques, du politique, des élus, que ce soit au niveau national et puis surtout au niveau local. Mais en fait, j'étais assez, j'ai reçu un mail de la mairie de Blain et dans les bas de page des mails, il y avait une petite annonce, une petite icône qui disait en fait, en gros, voilà, il y a la politique nationale et puis en fait la politique de proximité, c'est les élus locaux, c'est ça qui fait la solidité de notre système politique. Et en fait, je suis assez porté à le croire, oui. À Blain, c'est pas donc Camillo et Pépone? Non. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec le maire la semaine prochaine. Justement, on va évoquer plusieurs sujets. Voilà, et puis la mairie fait, prend soin de l'église. Elle dépense de l'argent pour l'entretien du bâtiment église. Et ça, je crois que vraiment, on peut lui être reconnaissante. C'est sa responsabilité, mais voilà, il faut aussi pouvoir dire merci quand une mairie prend ses responsabilités. Odile Maillard, la politique peut s'inviter dans vos échanges, elle est présente? Oui, elle est présente. Alors pas à chaque fois, mais ça nous arrive de regarder le journal ensemble, par exemple. Il y a un patient qui passe à l'accueil chercher son Ouest France, qui repasse par l'aumônerie, on va le feuilleter ensemble. J'avoue qu'on regarde aussi les pages sport, parce que voilà. Après, au moment des élections, on sent quand même que c'est pas leur priorité. Je m'aperçois que très peu de patients vont voter. Parce que ça les intéresse pas forcément, parce que leur famille les aide pas forcément à faire la démarche. Mais voilà, oui, ça peut s'inviter. Ah, oui. Et Monsieur Flippo, vous qui êtes justement adjoint au maire en charge de la culture ici à Blain, comment est-ce que vous sentez ce territoire? Est-ce que cette inquiétude qu'on peut sentir, ou cette morosité ambiante est aussi présente ici? Cette inquiétude, je reprends les propos de Père Édouard, c'est à peu près ça, quoi. Même au sein du groupe du maire dont je suis, on ne discute pas trop de la politique à ce niveau-là, sinon pour
se plaindre que l'État est de plus en plus centralisateur, que l'État ceci, et ça revient à ce que Pierre-Édouard disait, les courriers qui sont envoyés. Au fond, heureusement qu'il y a des élus locaux avec des positions politiques, des engagements diversifiés, mais nous arrivons autour de la table du conseil municipal à travailler tous ensemble. Hier au soir, il y avait un conseil municipal, 99,9% des questions et des posées lors de ce conseil ont été votées à l'unanimité, par exemple. Et puis voilà. Et dirais-je, si quelque chose ou une situation doit se distinguer dans l'affaire, ça serait plutôt moi. J'en parlerai pas trop, mais parce qu'en fait, je suis un militant breton, donc l'État là-haut, ça m'ennuie un peu, quoi. Voilà. Et donc, évidemment que ça va ça va bien avec la paroisse, l'église, Père-Édouard et autres. Parce qu'à Blain, il y a 3 églises tout de même. Hein. 3 églises. Hein. L'église Saint-Laurent, et Saint-Émilien et Saint-Omer. Et effectivement, en termes d'investissement, de budget, c'est permanent. C'est permanent. Mais là, nous sommes sur des prévisions de coûts sur plus d'1 million d'euros là sur les bâtiments, les églises en fait, par exemple. Et donc, ça se passe pas trop mal. Je crois. Odile Maillard nous parlait du fait qu'au moment des élections, il n'y avait pas forcément toujours un grand intérêt. Et si je regarde, nous, à notre échelle, si je peux me permettre de parler un petit peu de radiofidélité, un de nos objectifs est d'apporter un regard chrétien sur le monde en traitant des sujets de société qui font débat, y compris dans notre vie de tous les jours, mais justement apporter cette dimension chrétienne sur la vie du quotidien. On peut aussi considérer que d'une certaine façon, c'est presque vos rôles à tous les deux, vous pour l'aumônerie et vous, Père, pour la paroisse. Est-ce que vous considérez que c'est exagéré, dit comme ça, ou est-ce que vous vous retrouvez dans cette notion, Odile? Non, c'est pas exagéré. Enfin, je pense que quand les patients viennent parler à l'aumônerie et qu'on aborde le sujet politique, moi, mon rôle, c'est... Parce que parfois, ils sont très, très entiers. Donc, mon rôle, c'est de faire parler tout le monde, enfin, de s'écouter, d'être tolérant. Et puis, oui, créer du dialogue. Oui, voilà, créer du dialogue. Et puis, oui, j'apporte aussi mon regard de chrétienne. Oui. Et puis moi, en fait, c'est le temps liturgique est pour moi vraiment un maître, un éducateur par rapport justement à toutes ces urgences, à ces nouvelles qui nous arrivent tous les jours sur nos téléphones portables, dans nos journaux. Et ce temps de l'Avent, précédé juste avant de ce temps enfin notamment la fête du Christ roi, qui est en fait une sorte de fête de la fin du monde, quoi, en fait, une espèce de vision de cette contemplation finale dans la vie éternelle. En fait, me fait dire, voilà, donc il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. On a parlé des guerres de religion au XVIe siècle. Il y a eu aussi une autre chose qui a beaucoup marqué le territoire, c'est la Seconde Guerre mondiale avec la poche de Saint-Nazaire qui s'étendait quasiment jusqu'à Blain, en tout cas qui prenait Bouvron en était. Voilà. Enfin, donc il y a eu des moments hyper troublés. Hein. On a parlé d'Epsilon et la santé de manière globale Epsilon est un symptôme d'un système de santé au niveau national qui est en décrépitude. Donc en fait, on a plein de raisons de s'inquiéter, mais on a une raison d'espérer. Et cette raison d'espérer, c'est que le Christ est vainqueur, qu'il vient et que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et du côté de la dimension caritative, comment la paroisse accompagne-t-elle les plus fragiles ? Alors nous avons un pôle solidarité, hein, et donc ce sont donc autour du diacre permanent, d'un de nos diacres permanents, Grégoire Rousselot, là, qui anime ce pôle solidarité avec d'autres personnes engagées dans différentes associations, dont le Secours catholique, hein, qui est actif aussi sur la paroisse, qui accueille notamment, qui promeut l'accueil d'enfants de quartiers défavorisés ou de cités dans des familles à la campagne. Il y a d'ailleurs de magnifiques histoires qui se sont tissées, des liens. Récemment, il y a eu les obsèques d'une personne qui avait accueilli un enfant il y a une 30aine d'années. Cet enfant maintenant est devenu
père de famille avec son métier. Donc, il y a de très très belles histoires qui se sont tissées. Il était présent aux obsèques de cette deuxième maman, d'une certaine manière. Donc là, il y a beaucoup de belles choses aussi qui se passent. Et le pôle solidarité est attentif et interpelle un petit peu les autres associations, consulte les autres associations autour de la paupérisation de nos territoires. Parce que ça, c'est une réalité. Voilà, il y a une misère sociale qui va croissant. Voilà, et donc effectivement, on peut pas se contenter d'espérer nous en disant on est sauvés, etc. Voilà, youpi tralala. En ce moment, il y a quand même des personnes pour qui le quotidien est une vraie question, une vraie préoccupation. Et donc, notre devoir, c'est d'être plein d'espérance, mais aussi plein de charité. Et donc de pouvoir aider, sensibiliser, promouvoir cette solidarité. Donc là, je ne sais pas si on y arrive bien, là encore, mais voilà, je crois qu'elle a une dimension qui ne manque pas dans nos préoccupations, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de Saint-Nazaire, je fais un petit bond en arrière. La question écologique vous tient à cœur ? Alors ça, c'est aussi une question. Alors ici, bien sûr, on est très confronté à ça, parce que vous avez eu les pluies depuis l'année dernière qui inondent nos champs. C'est une question écologique, mais surtout agricole, parce que véritablement, il y a on a de vraies questions. Les récoltes sont mauvaises. Donc voilà, ça met vraiment en péril quelques exploitations, les agriculteurs, ce qui explique aussi une grogne. Donc, la question écologique, elle est importante aussi parce qu'on a la forêt du Gavre, qui est aussi un poumon. On a ce canal Anta-Brest aussi qui traverse toute la paroisse. Après, là aussi, j'ai un petit grief par rapport au langage écologique qui génère de l'éco-anxiété. Et je pense que, je ne sais pas si à Epsilon, il y a Odile rencontre des personnes qui sont dans cette angoisse-là. Et en fait, je veux bien protéger l'environnement, c'est même un devoir. C'est nécessaire de ne pas polluer, mais à quoi ça sert de détruire finalement le moral de l'être humain? On ne peut pas protéger l'environnement au détriment de l'être humain. Nous faisons partie de l'environnement. Et donc voilà. Donc c'est pour ça les prophètes entre guillemets du réchauffement climatique, de la catastrophe à venir, les collapsologues comme on les appelle ou on les appelait, je ne sais plus si ça existe encore. Eh bien nous promettent une horreur. Et que en fait on n'y peut rien. D'abord on y peut peut-être quelque chose, et puis on peut quand même vivre heureux. Et c'est ça en fait, je crois qui est important. Vivre heureux en ne polluant pas, en polluant le moins possible, mais voilà, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que c'est toute la difficulté quand on est sur un territoire rural. Nous, le premier, ce matin, on a pris la voiture pour pouvoir venir vous rejoindre à Blain. Il faut faire face entre d'un côté les besoins, les injonctions, et puis la réalité de la vie d'un territoire rural. Exactement. Moi, alors j'étais pas là au moment de la crise des gilets jaunes, mais en fait, on est complètement dans la cible. On ne peut pas faire autrement que prendre sa voiture. Si vous voulez vous loger plus près du travail, il faut avoir un salaire beaucoup plus important. Il faut vivre en périphérie nantaise ou dans la ville de Nantes pour ne pas avoir le luxe de ne pas polluer entre guillemets avec sa voiture. Mais ici, voiture électrique, il y en a certains qui s'y mettent, tout ça, mais les capacités s'améliorent, mais c'est pas à la portée de toutes les bourses. Voilà. Jacques Philippot, je me tourne vers vous. À quel moment la gare de Blain a disparu? Parce qu'on est bien d'accord, sauf si je dis une énorme bêtise, et vous allez me corriger aussi sec, le train est passé à Blain, où il y a bien eu un chemin de fer? Entre les deux, jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une quarantaine d'arrêts de trains à Blain, dont un fameux Saint-Malo-Hendaye depuis la fin du 19e, et qui arrêtait 3 minutes et quelques, je crois, à la gare de Blain. Donc une quarantaine, c'est une gare vraiment importante, un nœud ferroviaire véritablement. Elle a fini de fonctionner absolument fin des années 80, 1988.
Je pense que c'est dans ces années-là que la dernière voie de chemin de fer a été démontée au début des années 90. Hein. Voilà, dans cette période-là, le temps de démonter, détruire les anciens ponts ferroviaires qui traversaient une route. Aujourd'hui, on voit plus rien, évidemment. Nous sommes là au début des années 90, c'est un réaménagement total. Et c'était la dernière voie de chemin de fer qui était dite stratégique. De Donge, Montoire, jusque dans l'Est là-bas, à l'époque, pour les bases de l'OTAN. Voilà. Mais jusqu'à la fin des années 80, il y avait encore une petite activité avec les entreprises du bois dans la région. Dans les années 70, au moment où il y a eu 76, la sécheresse, tout cela, pour le transport de la paille, il y avait encore les pommes, un petit peu avant encore. Mais une quarantaine d'arrêts de train à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. J'imagine que la municipalité aujourd'hui n'aurait pas été contre pouvoir avoir une liaison ferroviaire qui relie Blain aux autres pôles économiques du département et de la région. Bien vu votre question, parce que Blain est la ville moyenne la plus importante de Loire-Atlantique qui n'est pas desservie par le ferroviaire et qui est éloignée d'une voie express. Ouais, c'est loin d'être évident. Et puis on le voit avec le trafic du cours routier qui passe, vu que quand on vient de Saint-Nazaire pour rejoindre la route de Rennes, c'est par Blain qu'on va venir passer. Ces notions d'éco-anxiété, Odile Maillard, dont on parlait tout à l'heure, ces injonctions de la société, est-ce que ça vient toucher les patients que vous suivez à Epsilon ? Certainement. Après... Je pense que quand ils sont à Epsilon, ils sont tellement pris dans leur angoisse, certains sont bipolaires, d'autres schizophrènes. Je pense qu'ils ont des angoisses peut-être encore plus proches de leur personnalité. Et oui, il m'est arrivé de rencontrer des patients qui m'en parlent, mais pas tant que ça finalement. Mais peut-être qu'avec eux, on est dans une démarche, on peut peut-être éteindre le robinet. Enfin, on est dans le tout petit, nous. Hein. Vous quittez votre chambre, on peut peut-être éteindre la lumière. Enfin, voilà. Je ne pense pas que ce soit forcément leur préoccupation première. Merci beaucoup, Odile. Il est 8h24. En direct de Blain, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Père Roblot, dans quelques jours, les auditeurs de Radio Fidélité auront la joie de partager avec votre communauté la messe dominicale qui sera retransmise en direct de l'église Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette célébration ? Alors d'abord, c'est le dimanche du Gaudete. Gaudete en latin, ça veut dire réjouis-toi. C'est le dimanche de la joie parce que nous avons passé, on va dire, la moitié du temps de l'Avent, donc on se rapproche de Noël. Les auditeurs n'auront pas la joie de voir, mais les ornements seront roses. C'est une petite exception, bien sûr qui n'est pas obligatoire, mais on peut se parer de roses avec une chasuble rose, qui rajoute un peu de clarté au violet de l'Avent. Donc j'espère que les auditeurs percevront la joie de la communauté et puis la joie, elle se manifestera, comme je le disais tout à l'heure, par la première étape de 5 enfants qui sont en âge de scolarité, qui sont à l'école primaire et qui demandent le baptême. Donc 5 enfants avec leurs parents. Alors vous entendrez frapper à la porte de l'église. Nous irons les chercher, les interroger, et puis ils viendront ensuite, rejoindront la communauté et rejoindront leurs parents. Voilà. Donc ça c'est une belle joie. Que nous avons beaucoup de joie à partager avec les auditeurs de Radio Fidélité. Et donc il y a beaucoup de bonheur dans cette paroisse. Comment la paroisse vit-elle ce temps de l'Avent ? Alors, d'abord en se centrant sur les textes du jour qui nous préparent à Noël. J'ai envie de dire ce que je vois. Alors tout à l'heure, je vais à 11h à Notre-Dame-des-Landes pour une première célébration de l'Avent, de Noël, avec les enfants de l'école. Donc toutes les écoles ont une petite célébration. Au Collège Saint-Laurent, j'avais suggéré avec un petit peu d'humour à la directrice, on pourrait faire. J'ai dit, mon rêve, ce serait qu'il y ait une grande crèche et que chacun des élèves soit représenté par un santon. Et puis j'ai dit, en fait, j'ai une crèche Playmobil.
Et donc je propose que chaque élève apporte son Playmobil. Et alors c'est ce qu'ils ont fait. Il y a dans la cour dans le préau de l'école, il y a une immense crèche, voilà, avec des petits santons, mais tous les élèves sont présentés par un Playmobil différent, voilà, classe par classe, et donc ils sont tous en train de se diriger vers la crèche. Vous avez rajouté le vôtre? Et vous Alors, êtes au milieu? en fait, faut que je fournisse que moi j'ai la crèche Playmobil, j'ai Marie, Joseph, le bœuf l'âne, le petit Jésus, et donc il faut que j'aille apporter ça au collège. J'ai toujours pas fait. Allez, dans quelques instants, on va faire une pause. On va quitter Blain pour aller du côté de Rome et plus précisément du Vatican. À 8h30, on aura rendez-vous avec le journal de Radio Vatican. Mais avant cela, je vous propose peut-être que on jette tranquillement un œil sur la météo qui nous attend en ce vendredi 13 décembre. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct de Blain et le temps est en train de tranquillement mais sûrement de s'adoucir pour ce début de matinée. À Blain, le thermomètre affiche maintenant 4 degrés avec un ciel qui alterne entre passages nuageux et belles éclaircies. Le soleil est en train de se lever. Ça y est, on commence à distinguer la rue, mais c'est pas encore vraiment tout à fait ça ici, hein. Sur le littoral de Saint-Nazaire à Pornic, on relève 5 degrés, tandis que sur le secteur de Châteaubriand, ça reste un petit peu plus frais au nord du département avec un petit 3 degrés actuellement. Pour cet après-midi, les températures sont comprises entre 4 et 7 degrés. Les valeurs les plus douces concerneront l'agglomération nantaise et l'est du département. Le ciel va rester variable avec toutefois une tendance à s'améliorer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, si on se projette un petit peu plus loin et qu'on regarde vers le week-end, eh bien, samedi s'annonce comme étant nuageux mais sec, tandis que dimanche devrait nous réserver de belles éclaircies. Un temps qui sera par conséquent idéal pour se rendre à la messe si vous n'avez pas l'occasion de l'écouter à la radio. Mais vous pourrez toujours, bien évidemment, venir ici à Blain suivre ce temps avec l'ensemble de la communauté. Juste après Radio Vatican, on accueillera Véronique de Boisson, la nouvelle présidente de l'association Blain Vivre. Et puis, on aura l'occasion de refermer notre tour des clochers ici à Blain en compagnie du père Édouard Roblot. Chers amis, vous ne bougez pas. On revient dans les prochaines minutes. On marque une pause et puis on file à Rome pour le journal de Radio Vatican. Je vous souhaite une belle et douce journée à l'écoute des programmes, bien sûr, de Radio Fidélité. Chérie, pour le réveillon, tu as pensé à un cadeau pour maman? Ah oui, le livre dont elle m'a parlé dimanche dernier. Et pour Antoine? C'était pas une crèche qu'il voulait? Et pour moi? Mystère. Tu sais, à la librairie Siloé, j'ai tout trouvé. Livres, crèches, CD, artisanat monastique. Pour réussir vos cadeaux de Noël, la librairie Siloé à Nantes, près de la cathédrale. Ce Noël, découvrez en exclusivité le son Saint-Philbert. Dans les moments difficiles de la vie, Marie nous invite à ne pas avoir peur. Retour sur la messe célébrée hier soir dans la basilique Saint-Pierre par le pape François à l'occasion de Notre-Dame de Guadeloupe, la sainte patronne des Amériques. L'Éthiopie et la Somalie sur la voie de la réconciliation. Un accord a été signé entre les deux pays garantissant un accès à la mer à Addis Abeba sous supervision somalienne. La fin de plusieurs mois de tensions diplomatiques. Dans ce journal aussi, la question des réfugiés syriens revenus au cœur des préoccupations de l'Union européenne après la chute de Bachar al-Assad. Et puis, à 48 heures du départ du pape pour Ajaccio, gros plan ce matin dans notre dossier sur les traditions de la religiosité populaire en Corse. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, alors que l'église fait mémoire le 12 décembre de Notre-Dame de Guadeloupe, François a présidé une messe hier soir à 18h dans la basilique Saint-Pierre, entouré de 4000 fidèles, en grande majorité du continent américain, là où la Vierge est apparue à l'Indien Juan Diego en 1531, près de l'actuel Mexico. Le Saint-Père a improvisé son homélie en espagnol, revenant sur le cœur du message de la Vierge, les précisions de Marine Henriot. Dans une homélie simple et essentielle, à l'image du message de la Vierge Marie à l'Indien, François a analysé ces paroles de la Vierge. « N'aie pas peur, ne suis-je pas là ?» avait-elle prononcé avec tendresse, des paroles dont il faut se souvenir telle une ritournelle, a-t-il insisté. François qui a aussi tenu à mettre en garde contre les idéologies développées autour du mystère de Guadeloupe, alors que le cœur du message sont tout simplement la tilma, c'est-à-dire la veste traditionnelle que portait l'Indien, la rose et la mère. La tilma, la madre
La maternité de Marie se manifeste dans la beauté des roses que l'Indien trouve et porte à éclairer le pape, entouré de 350 prêtres et 28 évêques et cardinaux. La maternité de Marie accomplit le miracle d'apporter la foi au cœur quelque peu incrédule des prélats, a-t-il continué. La tilma, la rose et la mère, tout ce qui est dit au-delà de ces paroles est un mensonge, a dit François. En conclusion, le mystère de Guadeloupe consiste à vénérer et à écouter avec nos oreilles ce message de la Vierge. N'ayez pas peur, je suis votre mère, et se le répéter dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Voilà, compte rendu signé Marine Henriot. Plus d'informations sur vaticannews.va. Le pape dont le message pour la prochaine journée mondiale de la paix a été dévoilé hier. Cette journée qui aura lieu le 1er janvier comme chaque année. Un message dans lequel le prochain jubilé prend une place importante comme une année de paix et d'espérance. Et puis François recevait hier au Vatican Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Les discussions ont porté sur la contribution de l'Église catholique à la société palestinienne, la dramatique situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais aussi l'importance de parvenir à la solution à 2 États. François et Mahmoud Abbas qui ont aussi fait part de leur espoir commun que le jubilé de 2025 permette un retour des pèlerins en Terre Sainte. Les pays du G7 se retrouvent aujourd'hui pour une visioconférence consacrée à la Syrie, alors que le nouveau pouvoir de transition à Damas promet des garanties pour les différentes composantes du pays. Un sommet virtuel qui était déjà programmé avant la chute de Bachar al-Assad. Hier, dans un communiqué, les pays du G7 se sont engagés à soutenir un gouvernement inclusif et non sectaire qui respecte les minorités religieuses et ethniques syriennes. Pour les pays européens, la nouvelle configuration en Syrie pose une nouvelle fois la question de l'avenir des nombreux réfugiés syriens dans l'Union européenne. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis hier à Bruxelles alors que plusieurs pays ont déjà suspendu les demandes d'asile de réfugiés syriens sur leur territoire. À Bruxelles, les précisions de Pierre Bénazé. 5 jours après la chute de Bachar al-Assad, 15 pays de l'espace Schengen ont déjà suspendu l'examen des demandes d'asile de réfugiés syriens. Les Européens espèrent que la situation va permettre à beaucoup d'entre eux de rentrer en Syrie, mais plusieurs ministres estiment qu'il est surtout urgent d'attendre. D'abord, certains soulignent que cette suspension de l'examen des demandes d'asile est uniquement une mesure de type administratif, déclenchée par l'incertitude quant à la situation dans leur pays d'origine. Une affirmation qu'il faut tempérer puisqu'un groupe de 8 pays de l'UE avait déjà envisagé cet été de normaliser les relations avec le régime Assad pour renvoyer les réfugiés. Mais les pays n'ont pas harmonisé leur position. D'un côté, l'Autriche veut organiser des vols de retour, alors qu'au contraire, Suède et Danemark suspendent toute reconduite aux frontières. Le commissaire européen aux affaires intérieures estime impossible les retours forcés de réfugiés syriens. Je cite, « Pour l'instant ». Si le groupe Hayat Tahrir al-Sham reste classé comme terroriste par l'Union européenne, la seule possibilité sera d'entamer des relations par l'intermédiaire d'autres pays, comme c'est le cas avec les talibans en Afghanistan. Dans ce cas-là, le retour des réfugiés ne sera plus qu'une question politique, surtout dans les pays européens, marqués par une poussée de l'extrême droite. Pierre Bénazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican. Une nouvelle aide militaire états-unienne à l'Ukraine de 500 millions de dollars annoncée hier à Washington. Il s'agit notamment d'obus d'artillerie, de drones ou encore de véhicules militaires. L'Ukraine qui peut compter sur ses alliés européens, même s'ils restent divisés. L'Union européenne se doit de soutenir Kiev pour qu'elle soit en position de force dans de futures négociations de paix avec la Russie. C'est ce qu'ont rappelé hier le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'une visite et d'une rencontre à Varsovie. Adrien Sarlat. Donald Tusk et Emmanuel Macron ont tenu à rappeler le rôle de l'Europe dans une possible paix ukrainienne. Une paix juste, selon les termes du dirigeant polonais, qui devra être faite par et pour les Ukrainiens. Si vous me le permettez, cher ami, je veux profiter de cette occasion pour couper court aux spéculations sur une éventuelle présence militaire d'un quelconque pays étranger en Ukraine après la signature de la paix. Mais Emmanuel Macron l'a martelé, cette paix ne sera possible que si l'Europe prend en charge sa propre sécurité. Une conviction renforcée par les déclarations du président élu Donald Trump, qui envisage de retirer les États-Unis de l'Alliance transatlantique. Les Européens doivent évidemment renforcer encore leur investissement en la matière, mais aussi investir pour développer une base industrielle européenne de défense et réduire nos dépendances stratégiques. Et je sais combien la grande nation de défense qui est la vôtre partage cette volonté.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne montre déjà la voie à ses alliés européens en consacrant chaque année plus de 4% de son PIB à ses dépenses militaires. La France et la Pologne devraient signer un nouveau traité de coopération à Nancy en mars prochain. Adrien Sarlat, Varsovie, pour Radio Vatican. Et l'Ukraine, victime ces dernières heures d'une nouvelle attaque russe massive sur ses infrastructures énergétiques, annonce ce matin le ministère de l'Énergie à Kiev. Des coupures de courant ont eu lieu dans tout le pays. Partons à présent sur le continent africain et cette bonne nouvelle, la Somalie et l'Éthiopie s'engagent sur le chemin de la réconciliation. Le 1er janvier dernier, la signature d'un accord de principe entre Addis Abeba et la République autoproclamée du Somaliland, garantissant un accès à la mer Rouge à l'Éthiopie, avait déclenché une guerre diplomatique entre les deux pays, mais une médiation turque a permis d'aplanir les litiges entre les deux voisins. La correspondance à Addis Abeba d'Augustine Passy. Il aura fallu près d'un an pour que l'Éthiopie et la Somalie s'engagent sur le chemin de la réconciliation. Le 1er janvier 2024, Addis Abeba et le Somaliland ont signé un accord de principe qui garantissait à l'Éthiopie, pays enclavé le plus peuplé du monde, une base militaire navale et un port commercial sur la mer Rouge. Furieuse, la Somalie, qui n'a jamais reconnu la République autoproclamée, a expulsé l'ambassadeur d'Éthiopie et refusé que les militaires éthiopiens continuent à participer à la mission de maintien de la paix sur son sol. Les tensions s'étaient propagées au reste de la région, attisant les rivalités historiques de l'Égypte et de l'Érythrée avec l'Éthiopie. Après 2 échecs, la médiation turque a remporté un premier succès dans la soirée du 11 décembre. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration prévoyant un accès fiable, sûr et durable à la mer Rouge pour l'Éthiopie, mais sous l'autorité de la Somalie. Les désormais ex-rivaux se sont engagés à respecter leur souveraineté mutuelle et à entreprendre des discussions en février 2025. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican. Une autre réconciliation est-elle en vue dans l'est de la République démocratique du Congo? Beaucoup l'espèrent alors que les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus en Angola dimanche prochain. Les deux présidents qui pourraient signer un accord de paix selon le président angolais médiateur dans le conflit. Depuis 2021, le M23, un groupe paramilitaire soutenu par Kigali, contrôle de larges portions dans l'est de la RDC, théâtre de violences et d'exactions meurtrières depuis de longues années. Le pape à la découverte de la religiosité populaire en Corse. Ce dimanche, plus de 120 000 personnes, soit un Corse sur 3, sont attendues à Ajaccio pour la première visite d'un successeur de Pierre sur l'île de Beauté en France. Le défi logistique et économique est de taille, mais depuis l'annonce de la venue du Saint-Père il y a 3 semaines, la mobilisation est quasi générale. Les Corses veulent montrer à François combien leurs traditions religieuses sont vivantes et donnent à l'Église un nouveau souffle. C'est un sujet préparé ce matin par Marie Duhamel. Des dizaines d'hommes revêtus de capes, portant de pesantes croix, la statue de leur saint ou la bannière de leur confrérie. Le pape découvrira dimanche la Granidoula, une procession typique quand des confrères s'enroulent dans une spirale en chantant. Une tradition que Nicolas Bras veut transmettre. À seulement 32 ans, il est le prieur d'une des plus vieilles confréries de l'île, celle de Saint-Antoine-Abbé à Calvi. En fait, ma grand-mère, sa foi m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé en fait dans la confrérie une manière de pouvoir découvrir cette foi et de pouvoir m'épanouir. Alors j'y suis rentré parce que le chant me plaisait beaucoup. Mais aussi, il y avait un besoin de tradition. Alors, c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin de me trouver. J'ai traversé des malheurs. J'ai perdu mon frère l'année dernière qui avait que 26 ans. Et en fait, la confrérie m'aide à me rapprocher de la foi, et la foi, en fait, ça m'aide à ne pas décrocher, en fait, si vous voulez. Introduite par les franciscains qui enracinèrent le catholicisme sur l'île entre le XIIIe et le XIVe siècle, les confréries étaient implantées dans tous les villages de Corse en 1905, jusqu'à ce qu'elles ne manquent de disparaître. Les deux guerres ont décimé la population et les Corses ont quitté leur village pour rejoindre le littoral ou le continent. Il fallut attendre les années 60-70 pour qu'apparaisse un mouvement de réappropriation culturelle, le riaquistu, dont le jalon essentiel est le chant, profane d'abord, sacré ensuite. C'est ce que nous explique Angelina Antonietti, professeure à l'Université de Corse.
L'impulsion avait été donnée dans les années 80 par Monseigneur Casanova, qui était l'évêque de Corse. Et depuis les années 90, où tout le monde a appris à chanter la messe de Rousse, là, de plus en plus, il y a un ethnomusicologue qui s'appelait Félix Kuilic, qui avait fait un énorme travail de collecte à partir des années 40. Et donc, ces enregistrements-là sont au musée de la Corse. Et donc, les communautés se tournent vers ces enregistrements-là, récupèrent leur façon de chanter. Et ça va encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines confréries qui n'ont pas pu récupérer leur façon de chanter et qui les inventent. Une tradition vivante en plein élan créatif, des confréries qui se réapproprient leur histoire, mais la proximité, la charité restent des piliers de ces associations régies par la loi de 1901, en témoigne Françoise Sabiani, prieur de Acum Fraterna da Santa di Uniolu à Casamachuli, village dont elle avait été précédemment maire pendant 25 ans. L'hiver, par exemple, j'avais un secrétaire de mairie qui naturellement s'intéresser aux quelques foyers où il y avait des personnes âgées, transporter du bois, aller voir si les volets étaient ouverts pour voir si effectivement les personnes étaient en vie. Donc le secrétaire était confrère, donc lorsqu'il allait visiter, il le faisait en tant que membre de l'équipe municipale, mais il le faisait également en tant que confrère. Une double casquette qui n'est en rien problématique en Corse, au contraire, elle permet parfois l'apaisement. Il y avait des tensions au moment des élections, notamment municipales, jusque dans nos familles. Et lorsque je suis arrivé à la tête de la mairie, je me suis dit quand même comment on pouvait apaiser ça. Ça a mis du temps. On a essayé de faire en sorte que la mairie et la confrérie travaillent de concert pour certains événements, comme par exemple à Noël. Enfin, il y avait des initiatives prises. À 83 ans, Françoise Sabiani essaie de favoriser un rajeunissement au sein de sa confrérie, avec succès, puisque des jeunes de 13-14 ans en font désormais partie. Il faut dire qu'en Corse, le nombre de confréries est en pleine croissance et que les adolescents s'y investissent pleinement. Angelina Antonietti. Ils y vont pas au départ quand ils rentrent dans ce genre de structure pour un lien direct avec Dieu, et puis d'ailleurs la plupart ne l'ont pas. Mais tous, absolument tous, sans aucune exception, disent que au terme d'un certain temps passé dans les confréries, d'un certain nombre de cérémonies effectuées, donc de messes chantées, après ça, ils disent qu'ils reçoivent la foi. Mais tous, vraiment, sans exception. L'Église se félicite d'un retour au spirituel et au message de l'Évangile, mais si la foi se vit toujours davantage en sortie, sera-t-elle de nouveau vécue lors des sacrements? Les églises seraient peu fréquentées le dimanche pour la messe. La religiosité populaire en Corse, un sujet préparé ce matin par Marie Duhamel. Francescu, comme il est appelé là-bas, sera le premier pape à fouler le sol corse. Le Saint-Père qui, vous le savez, viendra clore un congrès organisé sur le thème de la religiosité populaire en Méditerranée. Le pape qui se rendra aussi à la cathédrale et qui célébrera la messe à Ajaccio. Toute cette visite sera évidemment à suivre en direct sur notre site internet avec notre envoyé spécial. Et c'est encore ce que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h en direct de Rome pour un nouveau journal. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée. C'était le journal de Radio Vatican, il est 8h45. Jusqu'à 9h, matinale spéciale. Le tour des clochers en direct de Blain. Eh bien oui, c'est ici à Blain qu'on vous accueille pour ce dernier quart d'heure en ce vendredi 13 décembre. Et nous accueillons maintenant Véronique de Boisson, la présidente, la nouvelle présidente de l'association Blain Vivre. Bonjour. Bonjour. Votre association, elle a été créée en 2021. Elle s'est donnée pour mission d'améliorer la qualité de vie des Blinois. L'un des grands enjeux actuels est le contournement de la ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ? Alors, vous dites que l'association est née en 2021. Pas tout à fait. Elle est née en 1999 avec Serge Boucard, qui en est l'initiateur et le créateur. Ça s'appelait à ce moment-là Blain Contournement. Et elle est devenue effectivement cette association Blain Vivre avec l'arrivée de Lucie Poirier à sa présidence il y a donc 3 ans. Donc le but de l'association, l'objet, c'est effectivement valoriser les cheminements doux déjà et apaiser la circulation dans Blain. Blain est traversé par 2 axes très très importants qui sont la RN 171 et la RD 164. Qui génère un flux routier très très important. Plus de 23 000 véhicules par jour, dont 2500 poids lourds, qui effectivement génèrent une nuisance sonore, environnementale, sanitaire très très importante aux abords,
mais également en centre-ville, puisque les axes se recoupant génèrent un flux tel que les embouteillages, vous avez peut-être pu le constater ce matin, dès 8h du matin jusqu'à 7h, 8h du soir, nous avons maintenant un flux continu de véhicules qui traversent la ville. Et ce sont principalement, en tout cas pour les poids lourds, des véhicules de transit, donc ils ne sont pas là pour développer l'économie blinoise, je vais dire. Où on est aujourd'hui concrètement, ce projet de contournement? Comment est-ce que ça avance ou ça n'avance pas? Alors, je vais vous donner un exemple. Un mandat municipal est de 6 ans. Or, nous sommes là, depuis 1999, au 4e mandat. Et dans chacun de ces mandats, l'item, je ne vais pas dire principal, mais un des items importants du programme des élus locaux était le contournement de Blain. Donc 24 ans, nous attendons des réponses adéquates, ad hoc, et non pas à défaut, pour essayer de fluidifier ce trafic qui est devenu de plus en plus important au fur et à mesure des années. La ville grossissant, il est évident que la circulation est devenue plus intense et génère de l'insécurité à la fois pour la circulation piétonne, mais également cycliste, qu'on veut valoriser de plus en plus, puisqu'on est aussi tout à fait enclin à mettre en place des cheminements doux pour alléger un petit peu cette circulation. Alors, où en sommes-nous ? Écoutez, très, très justement, nous avons en ce moment une étude, où il y a 2 études en cours. Début décembre, la préfecture a dû recevoir normalement les élus locaux pour donner les résultats d'une étude Mobilis qui donnera des indications sur l'avenir du contournement ou de la déviation de Blain. Et nous sommes normalement invités en janvier à participer à une réunion avec la préfecture, le département et la mairie de Blain pour en connaître les modalités. On a l'impression quand même très souvent que les riverains qui sont confrontés à ce genre de nuisances sont totalement désemparés d'une certaine façon, et qu'on se dit que tant qu'il n'y a pas de mort, ça peut continuer longtemps comme ça sans que la situation ne bouge. Est-ce que on est là ce matin au presbytère avec le père Roblot, est-ce que vous gardez vous aussi une forme d'espérance ? Mais bien sûr, surtout en cette période de Noël, il faut absolument garder cette espérance, mais il ne faut pas attendre non plus qu'il arrive un accident grave pour que les choses bougent. On constate tous les jours, et je dis sincèrement, ce matin, en venant à 7h30, c'était déjà bouché sur les ronds-points. 4 ronds-points jalonnent la RN 171, et c'est très difficile maintenant, en tout cas, à la fois pour le flux des poids lourds, mais des convois exceptionnels, puisque cet axe, c'est Saint-Nazaire, Laval, et l'autre axe qui coupe, c'est Nord-sur-Erdre, Redon. Donc, effectivement, ça génère tellement de circulation que nous en sommes arrivés quelquefois à être ralentis de 10 minutes, un quart d'heure pour des personnes qui se rendent simplement à 2-3 kilomètres de là. Alors, inviter effectivement les gens à prendre des véhicules plus légers, oui, bien évidemment, mais je ne souhaite absolument pas attendre qu'il y ait un accident ou quelque chose de gravissime, ou des incidents même de circulation pour qu'un cycliste se fasse renverser ou un piéton en traversant la RN qui est très dangereuse. Je me tourne vers vous, père Roblot. Comment vous percevez ces enjeux d'aménagement à votre échelle en tant que curé de la paroisse ? C'est sûr que, je consonne tout à fait avec ce qui a été dit. En fait, c'est très triste de voir cette noria de poids lourds qui en fait, qui sont quand même un peu une blessure, une écharde dans la circulation, dans la ville. C'est vrai que c'est stressant et c'est fort dommageable. Donc mais je vous avoue que je vois pas trop les solutions possibles. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça va, plus il y a de trafic. Les mesures en fait dépassent uniquement Blain, parce que en fait il y a d'autres villes traversées. On a aussi par rapport à ce fait de Bretagne.
qui est traversée par une route. Les poids lourds passent au ras de la sortie de l'église. Oui, vous pouvez pas avoir, parce que pour habiter à Fay, on est bien d'accord, vous ne pouvez pas avoir une sortie de mariage à la sortie de l'église, ou alors vous décimez quasiment tous les sur invités. le côté, et puis les obsèques, vous voyez, c'est pas rigolo. Quoique les poids lourds ils peuvent pas rouler vite, parce que il y a comme une épingle à cheveux, enfin une chicane, donc ils sont obligés de ralentir. Et puis ils sont respectueux, il y a pas de coup de klaxon, des choses comme ça, heureusement d'ailleurs. Mais ou sinon c'est de la joie pour les mariages, mais ouais, non, c'est une vraie thématique, et les élus en fait on les voit bien un peu démunis en fait, hein, parce que on parlait des injonctions notamment écologiques, la lutte contre l'artificialisation des sols, en fait on peut pas faire de nouvelles routes. Donc comment est-ce qu'on fait ? On fait un tunnel, enfin qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et puis pour Blain, la difficulté c'est qu'on a parlé du château, mais en fait le château, il y a une forêt, la forêt de la Groulet. On peut pas lui faire une blessure, une cicatrice en plein milieu. Enfin, ça paraît impossible. Donc voilà, j'ai l'impression que heureusement il y a des associations qui luttent, qui essaient de trouver des solutions constructives avec la mairie et tout ça, mais c'est quand même difficile, et Blain tout seul ne peut pas s'en sortir, je pense. Véronique de Boisson, en fait, c'est ça qui est en jeu, cette notion de bien vivre ensemble. Et on n'est pas très loin du nom de l'association qui est Blain Vivre Ensemble. Oui, le ensemble, mais il en fait partie de toute façon. Hein, ça génère forcément aussi le vivre ensemble de cette manière-là. Mais l'association n'est pas qu'un lieu ou qu'une entité de doléance. Nous sommes là aussi pour faire entendre la voix de la raison de temps en temps, et d'apporter notre expertise auprès des élus locaux pour qu'ils agissent mieux et vite. Nous attendons beaucoup de cette réunion avec la préfecture ou la sous-préfecture en janvier. Pas uniquement de constat en constat. Après, il existe probablement on ne peut pas arrêter la circulation de cette manière-là, de manière drastique. On peut, par contre, éviter que les poids lourds et les convois exceptionnels alourdissent ce flux régulier, et qui est véritablement pénible et très insupportable pour les riverains. Ça veut dire que l'association sera vigilante à un développement harmonieux du centre-ville dans son ensemble, mobilité douce, les voies vélos, etc. La qualité de vie, c'est Bien tout sûr. ça exactement, puisque effectivement, ça fait partie aussi des objets du statut de l'association. C'est la valorisation de la qualité de vie de Blain. Aujourd'hui, justement, si on regarde vers le futur, vous nous évoquez là cette réunion avec la préfecture, les prochains grands projets qui vont mobiliser votre association, et l'axe peut-être que vous souhaitez dessiner pour votre présidence, vu que elle est toute nouvelle. Comment vous vous projetez dans l'avenir ? Alors, bien sûr qu'il y a des priorités. Maintenant, on sera très très vigilant, parce que nous faisons partie du SCOT métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, le SCOT 3, nous en faisons partie, avec probablement des projections qui vont impacter Blain en termes d'économie, puisque Blain est quand même un pôle attractif. Nous allons être vigilants aussi avec l'évolution du PLUI, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme intercommunal, sur la manière aussi de concevoir le territoire de Blain, mais aussi alentour, puisque Blain s'est agrossi, mais la Chevaleraie, le Gavre, les bourgs de l'intercommunalité ont aussi évolué en termes de population. Donc ça génère aussi un flux supplémentaire d'activité et de circulation. Mais on restera on veut participer au comité de suivi de l'étude d'opportunité sur la sécurisation, de la fluidification du trafic, notamment sur la RN 171. Et tout ça dans le cadre des déviations. Vous parliez, mon père, de Fête-Bretagne, mais c'est la Grigonnet également qui est très très impactée par cette problématique. Et nous resterons très vigilants en espérant avoir un dialogue à la fois clair, régulier et sincère avec nos interlocuteurs à la fois municipaux, départementaux et de l'État.
Un grand merci à Véronique de Boisson, nouvelle présidente de l'association Blain Vivre. Eh bien Clara, ça y est, nous voici déjà à la fin de cette matinale spéciale du Tour des Clochers ici à Blain. Une émission qui nous aura permis de découvrir les multiples visages de cette ville. Tout à fait Simon, de l'histoire du château aux enjeux contemporains, de la paroisse en passant par la situation Epsilon et les projets d'aménagement urbain. Nous vous avons fait voyager à travers les différentes strates de la vie blinoise. Un grand merci à nos invités qui nous ont ouvert leurs perspectives, le père Édouard Roblot, Odile Maillard de la Pastorale de la Santé, Jacques Philippot.